Mes chers camarades, bien le bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte de ce qui se passe ce soir, depuis plusieurs soirées, avec Kali, nous montons le Titanic qu'on n'a même pas montré d'ailleurs. Tiens, voilà, quelle faute de professionnalisme. Regardez, alors c'est le début, là on est... c'est le début, c'est la moitié, en gros, on a dépassé la moitié de ce Titanic, et on est accompagné d'un invité un petit peu spécial, comme on dit sur les internets. Bonsoir Istoni. Bonsoir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Istoni tient une chaîne YouTube de vulgarisation qui elle est vachement bien, donc abonnez-vous. Et à côté de ça, tu es spécialiste de la transatlantique et du Titanic. Ouais, je suis spécialiste du Titanic en particulier et passionné par ce bateau depuis plus de 20 ans, donc je commence à connaître quelques trucs, ouais. T'es même président d'une asso, il me semble. Oui, je suis président de l'Association française du Titanic, qui est une association qui a été construite, créée il y a une vingtaine d'années justement, mais j'étais pas encore dedans puisque j'avais 8 ans à l'époque. Et c'est une association qui, au départ, essayait de préserver un peu la mémoire des quelques-uns qui étaient encore en vie et de récolter tout ce qu'on pouvait autour des familles de rescapés. Et maintenant, on essaie de diffuser des recherches. On est souvent contacté pour des documentaires, des choses comme ça, notamment. Là, par exemple, j'en ai tourné un cet été. Je pense que c'est pour RMC Découverte encore. Et on fait un petit peu comme ça ce qu'on peut pour préserver cette histoire, continuer à faire des recherches. On a beaucoup de gens qui font des recherches, par exemple, sur tous les Français qui étaient à bord. Il y en avait une 50aine à bord. Et donc, qui vont fouiller. Ça peut être des archives d'état civil, par exemple, des trucs comme ça pour mieux connaître ces personnages-là. Et comment t'en es venu, toi, à kiffer le Titanic ? Je pense que c'est... moi, quand j'avais donc autour de 8 ans, oui, il y a le film de James Cameron qui est sorti. Alors, je pense pas que c'est le premier truc que j'ai vu autour du Titanic, parce qu'il y avait aussi un téléfilm assez mauvais, d'ailleurs, qui était sorti à la même époque, et puis un jeu vidéo excellent qui est sorti à la même époque. Et je sais pas par quoi j'ai commencé à l'époque, mais en tout cas, j'ai beaucoup accroché à tout ça. Il y avait plein de livres aussi, du coup, avec le film justement qui était très populaire. Du coup, on trouvait des livres partout. Moi, je me souviens que même quand on allait faire les courses au Leclerc de notre ville, du fin fond du Lot-et-Garonne, on trouvait en fait du Titanic au rayon livres. Du coup, je pourrissais la vie à ma mère pour en acheter au maximum quand on allait faire les courses. Et très vite, je suis rentré là-dedans comme ça. Ouais. Moi, j'ai une question. C'est une question complètement bête, je suis vraiment désolée, mais... Il n'y a pas de question bête. C'est quoi la différence entre un navire, entre un bateau, entre un paquebot ? Enfin, tu vois, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quoi ? C'est une question qui est pas bête du tout parce que je suis pas sûr de pouvoir y répondre précisément. En général, un navire, on va dire, c'est un gros bateau. Techniquement, par exemple, ma compagne a fait du droit maritime et elle dit qu'en droit maritime, si je me trompe pas, un navire, c'est tout ce qui va sur la mer, quoi, par opposition à ce qui pourrait aller sur des rivières. Et puis alors un paquebot, c'est un type de bateau très spécifique qui théoriquement transporte des passagers sur de longues distances, par opposition au ferry par exemple qui traverse un petit espace. Mais bon, là aussi c'est une définition qui est un peu souple parce que par exemple on trouve beaucoup de ce qu'on appelle des paquebots mixtes, c'est-à-dire des paquebots où on transporte surtout beaucoup de marchandises, mais où on met quelques passagers dans des conditions pas trop mauvaises non plus, et donc on peut considérer que ça marche aussi. Donc des fois, on a des paquebots qui se rapprochent plus du cargo, en fait. Et donc le cargo, là, c'est un bateau qui transporte que des marchandises. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu la genèse de ce projet du Titanic ? En fait, au début du XXe siècle, on a une période justement où on construit de plus en plus de paquebots et surtout de plus en plus gros. Et on les construit de plus en plus gros parce que plus on veut aller vite, plus il faut que ça soit gros, de toute façon, parce qu'on a besoin de machines plus grosses pour aller plus vite et on a besoin de plus de charbon pour aller plus vite. Et donc, si on veut avoir de la place encore pour les passagers après, il faut aussi que le bateau grossisse. Donc on a des navires qui sont de plus en plus gros, notamment aussi parce qu'il y a les Allemands qui commencent à se mêler au game, alors que jusque-là c'était surtout les Britanniques qui étaient sur la ligne. Et comme les Allemands commencent à battre des records, les Britanniques ont envie d'en battre des plus gros encore.
Et donc on a comme ça une très grosse concurrence, ce qui fait qu'on a des navires de plus en plus gros. Et donc par exemple en 1912, le Titanic est le plus gros navire au monde, mais pas de beaucoup parce qu'il avait un jumeau qui était arrivé l'année précédente. Mais déjà l'année suivante, par exemple, il va être dépassé par un encore plus gros que construisent les Allemands. Et puis ça n'arrête pas comme ça. C'est vraiment une compétition permanente. Et donc le Titanic, on ne sait pas précisément à quel moment ils ont vraiment commencé à concevoir le projet. On sait qu'à partir de 1907, c'est vraiment un projet qui est gravé dans le dur, et en 1908 on a vraiment la lettre d'accord qui lance le projet concrètement, mais en fait il y a des travaux déjà dans les chantiers depuis quelques années pour adapter, parce qu'on est obligé en fait de transformer aussi les chantiers pour qu'ils soient assez capables d'accueillir un monstre comme ça. Donc c'est vraiment un projet énorme, et l'idée c'est d'en construire au départ 2 côte à côte, hein. On a l'Olympique et le Titanic qui vont arriver à même pas un an d'écart. L'Olympique arrive le premier en 1911, et éventuellement d'en avoir un 3e qui doit arriver plus tard, vers 1914-1915. Et comme ça, en fait, on aura 3 gros navires pour faire une rotation hebdomadaire pour la White Star Line sur cette ligne transatlantique, et pour transporter dans les, théoriquement, 3500 personnes, dont 900 membres d'équipage. Ce qui veut dire que ça fait beaucoup de monde, parce qu'on est à une époque où il y a beaucoup de monde qui traverse l'Atlantique. En 1913, par exemple, c'est plus d'1 500 000 personnes, je crois, qui partent d'Europe vers les États-Unis. Donc ça fait du monde. On en avait discuté d'ailleurs un petit peu, notamment pas mal d'Irlandais. Voilà, et d'immigrants de façon plus large, ouais. Une petite question, tiens d'ailleurs, le Titanic, par rapport à des gros paquebots d'aujourd'hui, est-ce qu'il est tout petit ou pas ? Oui. Le Titanic, c'est... Alors, pour des paquebots, on évalue surtout en ce qu'on appelle des tonneaux, c'est une unité de volume. Parce que le poids, par exemple, c'est pas significatif pour parler d'un bateau, parce que ça change beaucoup une fois qu'on a mis les gens dessus, la cargaison et tout. Donc le volume, c'est le plus précis pour ça. Et le Titanic, on est sur du 46 000 tonneaux. Aujourd'hui, là, le plus gros qui vient de sortir de Saint-Nazaire, je crois qu'on est sur du 230 000. Ah donc ouais. Pas loin de 5 fois plus, quoi. Ah ouais. Est-ce que lui, tu penses qu'il aurait brisé l'iceberg ? Je me demande, je pense que non, il aurait coulé tout pareil en fait. ça aurait juste fait 4 fois plus de morts, quoi. Après bon, comme ils sont faits pour naviguer dans les Antilles, s'ils heurtent un iceberg, c'est vraiment la merde quand même. Ah oui, mais tu sais, on n'est pas à l'abri avec tout ce qui se passe. Qui sait de quoi demain sera fait ? Voilà. Une dérive d'iceberg, ça peut vite arriver. Il y a Jean-Benoît qui dit l'Olympique a eu un gros accident avec le capitaine Smith. Oui, effectivement. Alors en fait, c'est le problème qu'on avait avec ces bateaux, c'est que comme ils étaient très gros, faut imaginer, je pense que oui, je disais le Titanic et l'Olympique, c'est 45 000 tonneaux environ. Le précédent plus gros au monde, qui a 4 ans quand l'Olympique rentre en service, il faisait 30 000 tonneaux. Donc là déjà on est sur des navires qui d'un coup viennent d'augmenter la taille d'encore de moitié. Donc en fait on a personne qui sait vraiment manier ce genre de truc, on apprend sur le tas, quoi. Faut imaginer le capitaine Smith du Titanic et de l'Olympique, il va sur ses 62 ans par exemple, quand il a le premier paquebot qu'il a dû commander, ça devait être un truc de 4000 ou 5000 tonneaux. Donc là il a décuplé la taille de ses navires en 40 ans de carrière. T'imagines la pression qu'il doit avoir le type, quoi. Ah ouais. Voilà, c'est comme si tu passais d'une Twingo à un semi-remorque d'un coup, là. Donc bon, forcément, ça change un peu, et notamment, il se trouve que comme on est sur des bateaux, on est sur de l'eau, et donc il faut prendre en compte aussi le fait que sur l'eau, un gros objet a tendance à attirer les petits vers lui. Et c'est ce qui va se passer à la sortie du port de Southampton pendant la 5e traversée de l'Olympique, en fait. Le bateau sort du port et il y a un croiseur de combat à côté, et qui faisait des manœuvres, et le croiseur de combat est aspiré par l'Olympique d'une certaine manière. La manœuvre est très mal gérée, et du coup le croiseur éperonne l'Olympique, et c'est un croiseur en plus qui était fait justement avec un éperon pour foncer dans les autres navires au besoin. Ce qui fait que l'Olympique se retrouve avec 2 gros trous. Mais des trucs construits, on a des photos, c'est-à-dire que c'est vraiment des trous par lesquels quelqu'un pourrait passer, quoi, hein, sans aucun souci.
Et malgré ça, l'Olympique a tenu parce que c'était des navires qui étaient bien foutus. Et du coup, on l'a ramené dans les chantiers et ça a juste repoussé l'entrée en service du Titanic de quelques semaines parce que du coup, il a fallu déplacer les ouvriers pour réparer l'Olympique. Mais c'est la preuve que c'était des navires très solides. C'est pour ça aussi qu'on disait que c'était des navires insubmersibles parce que là, le machin, il se mange un croiseur de combat, il survit, le croiseur est plus endommagé que lui, quoi. Et à l'époque, on le disait justement que c'était des insubmersibles ou c'est un truc qui s'est ajouté après ou qui a été... Ça a suscité beaucoup de débats, notamment des gens jouent sur le fait que dans pas mal de journaux, on dit plutôt pratiquement insubmersible. Mais en tout cas, c'est un argument qu'on a retrouvé, l'insubmersibilité sur le Titanic, mais qu'on retrouve sur la plupart des gros paquebots depuis une dizaine d'années. Par exemple, j'ai des traces d'un autre navire de la White Star en 1902, je crois, ou 1903, qui disparaît en fait pendant sa traversée. Pendant quelques temps, il arrive avec un jour de retard parce qu'il y a eu des problèmes en route, quoi. Et comme à l'époque, ils n'ont pas la radio, quand un navire comme ça arrive en retard, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on imagine toujours le pire. Et tout de suite, les représentants de la compagnie disent « Vous inquiétez pas, il n'a pas pu lui arriver grand-chose, c'est des bateaux insubmersibles maintenant. » Donc c'est vraiment quelque chose qu'on dit et qu'on va même continuer à dire après. Hein. Moi, j'ai lu par exemple le rapport du capitaine de la sécurité du Normandie dans les années 30, et il dit très clairement ni le feu ni l'eau ne pourront avoir raison de ce navire. Bon, Mandeville, le Normandie, il a cramé puis chaviré, hein, donc ça c'était mal pensé. Mais du coup, cet excès de confiance-là, mais à la limite, si je voulais troller, je dirais qu'effectivement, dans des conditions normales d'utilisation, le Titanic, il était insubmersible. Simplement, il est tombé sur le petit accident vraiment improbable qui devait le couler, quoi. Alors, on nous demande, tiens, d'ailleurs, l'origine du nom du Titanic, c'est son rapport au Titan ou Olympique, Titanic Alors, oui, en fait, la White Star, depuis le début, leur marque de fabrique, c'est des noms en IC pour être reconnus. C'est un truc qu'ont les compagnies maritimes, c'est-à-dire, par exemple, la Rival, la Cunard, ils donnent des noms en IA à tous leurs navires, donc ils utilisent plutôt des noms de provinces romaines, par exemple, ça marche bien. Et la White Star, là, je pense qu'ils voulaient frapper un coup sur le côté effectivement grand, d'où l'Olympique et le Titanic. Et on a des rumeurs qui veulent que le troisième navire devait s'appeler le Gigantic. Finalement, ça a été le Britannique. On pense en fait que c'était assez tôt dans le processus que c'était le Britannique. Certains disent que c'est après le naufrage qu'on a changé le nom, mais on a des indices qui montrent que ça date peut-être d'avant. Mais donc en tout cas, il y avait cette idée pour les deux premiers de comme on fait des gros navires, on va insister là-dessus, ouais, le côté olympien et titan, ouais. On a Babarbs qui nous demande s'il y avait une limite de poids ou de nombre de bagages avec les tickets, un peu comme quand on prend l'avion maintenant. Alors, limite de poids, il y a toujours une limite de poids sur un navire à ce qu'on peut embarquer, et notamment aussi à comment on peut l'organiser, parce que il faut s'assurer que le bateau est bien équilibré, il faut pas en mettre plus à gauche qu'à droite, quoi. Et après, par contre, du point de vue des bagages, non, pas spécialement, parce que le Titanic est un navire qui a d'énormes cales qui vont aussi transporter des marchandises qui n'appartiennent pas aux passagers. C'est-à-dire que tu peux avoir des compagnies d'un peu tout, hein, qui décident de faire transiter leurs marchandises par le Titanic aussi. Ce qui fait que globalement, non, on risque pas de te refuser un excédent de bagages. Je sais qu'on a une passagère de première classe qui occupe une des plus grandes suites, qui a je ne sais combien de malles, je crois qu'elle en a 13 ou 14. Enfin, rien que sa déclaration pour l'assurance, pour les bijoux qu'elle a perdus, occupe 3 pages. Donc c'est déjà un truc assez monstrueux. Et après, il faudrait que je vérifie. Je suppose qu'on te fait payer par contre la place que tes bagages prennent, parce que cette place-là, elle va pas être utilisée du coup par des marchandises payantes d'autres gens. Mais donc globalement, je pense que pour la plupart des passagers, c'était pas trop un problème. En 3e classe, par exemple, souvent les gens de toute façon, ils voyagent avec très peu. Et ils voyagent avec juste ce qu'ils vont garder dans leur cabine avec eux. Des fois, ils n'ont même pas de vêtements pour se changer tous les jours ou pour se changer tout court pendant la traversée. D'autant que souvent, comme ils émigrent définitivement, ils ont tout vendu au départ. Et puis, ils vont se refaire de l'autre côté, quoi. On a plusieurs personnes qui nous disent « Mais apparemment, il y a eu un incendie sur le bateau avant le départ du Titanic. Est-ce que ça n'aurait pas fragilisé la coque ?» Alors,
Ça, c'est un vaste sujet. L'incendie, il y en a eu un, effectivement, comme il y en avait assez fréquemment sur ces bateaux, en fait, parce que tu as du charbon dans les soutes. Et que le charbon, des fois, notamment quand ça s'entrechoque et tout, quand on le charge et tout, des fois, ça peut faire des effets de combustion spontanée. Et c'est très chiant parce que comme on a des quantités de charbon assez énormes et qu'en plus on est sur un bateau, donc on peut pas juste balancer de l'eau dessus jusque ça s'éteigne parce que ça ferait couler le tout. Donc il faut pas mal de temps pour éteindre ce genre d'incendie. Et là en l'occurrence il fallait vider la soute à charbon en question. Or on peut vider la soute à charbon que quand on est en route, ce qui pose un autre souci. Donc on a effectivement cet incendie qui a duré une bonne partie de la traversée, puisque le Titanic part le 10 avril et on a éteint l'incendie le 13. Et on se demande s'il brûlait pas depuis peut-être fin mars. Donc c'est quand même un bon incendie, mais un incendie qui était sous contrôle tout du long, puisqu'on balançait de la vapeur dessus pour l'étouffer en partie, on le surveillait vraiment. C'est incroyable, cette histoire. C'est incroyable, mais c'était courant en fait. C'était relativement courant, on va dire. Et à la limite, c'était moins pire que quand on avait des problèmes comme par exemple une cargaison qui se met à brûler. Où là, on avait des problèmes un peu plus graves. On a un bateau, par exemple, de la White Star, qui crame en bonne partie. Son capitaine est obligé de l'échouer, d'ailleurs, quelques années plus tôt, à cause, je crois, d'une histoire autour d'une cargaison de laine. Et là, pour le coup, quand c'est de la laine, ça part vite, quoi. Ouais. Et donc, bon, cet incendie de charbon, par contre, il était bien maîtrisé. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Et donc, le samedi 13 au matin, ils ont fini de vider la soute. Bon, ils ont regardé. Ils ont vu qu'il y avait une cloison étanche qui était un petit peu bosselée, mais bon, a priori, un coup de peinture à l'arrivée et ça serait globalement retravaillé. Il se trouve que on a un historien avec beaucoup de guillemets, une espèce de Franck Ferrand titanicien, qui, il y a quelques années, a décidé de faire un coup de pub à un bouquin qui venait de sortir avec des photos plus ou moins inédites du Titanic. Et en gros, il est parti d'une de ces photos où on voyait une tache sombre sur le Titanic et il disait vous voyez, ça c'est la preuve que l'incendie avait fait des dégâts sur la coque. Souci, c'est que la tache sombre, elle est pas au bon endroit du tout. Elle est très loin de l'endroit où il y avait l'incendie, donc déjà, nous, ça nous a beaucoup fait tiquer. Mais lui, ça l'a pas fait tiquer du tout. Il en a fait, comme en plus il est journaliste et qu'il a des potes dans les médias, il en a fait tout un documentaire à sensation. Donc je sais que moi, j'avais un pote qui avait été contacté, par exemple. Et en fait, dès qu'il a commencé à débunker en direct pour le docu, on l'a foutu dehors. On a ce documentaire-là qui a beaucoup fait parler, parce qu'évidemment, en plus, on était en période des fêtes quand il est sorti. Donc les journalistes n'avaient pas grand-chose à traiter, donc ils ont tous fait tout de suite des articles. Le Titanic aurait en fait coulé à cause d'un incendie. Donc ça a été très bien débunké par plein de chercheurs, notamment qui ont montré que l'incendie n'avait pas lieu là où le montrait le documentaire, et ainsi de suite. Mais donc voilà, donc il y a des études très, très approfondies qui expliquent vraiment très précisément pourquoi ça ne marche pas cette théorie-là. Mais l'incendie a vraiment eu lieu. Simplement, il n'a pas eu de conséquences sur le naufrage. Puisque notamment la cloison qui avait été endommagée, l'iceberg a touché des deux côtés, donc de toute façon, elle aurait pu ne pas être là, ça aurait été à peu près pareil. Et puis pour ce qui est de la coque, ça l'avait pas fragilisé particulièrement. Puis de toute façon, les endroits même très éloignés de l'incendie qui ont été touchés par l'iceberg, ils ont été ouverts tout pareil, donc ça ne changeait rien. Ouais. Alors, en fait, on refait en live ton épisode sur le debunk des théories du complot, mais on nous demande aussi et qu'en est-il de cette histoire d'escroquerie à l'assurance avec l'Olympique? Explique alors celle-là est encore mieux. Ça date je pense des années 90 en fait. Où on a là aussi deux individus qui ont publié un livre. Alors ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il y avait un charlatan sincère dans l'histoire, ou en tout cas qui était vraiment convaincu de son truc et qui l'a tenu jusqu'à sa mort, et l'autre qui avait été plus ou moins mandaté par l'éditeur pour que le bouquin ait une bonne tête, parce que l'autre a reconnu, quelques années après publication, que c'était n'importe quoi et que les documents qu'on lui avait mis sous les yeux n'étaient pas du tout convaincants, et que il avait participé en fait à un bouquin auquel il croyait pas du tout. Mais donc cette histoire voudrait que justement après la collision dont on a parlé tout à l'heure, pendant que les deux navires étaient en travaux, la White Star ait conclu que l'Olympique était foutu, et soit dit, du coup on va déguiser l'Olympique en Titanic, et on va aller faire couler le Titanic dans l'Atlantique, enfin le faux Titanic dans l'Atlantique pour toucher l'assurance.
Pour plein de raisons, ça ne marche pas, notamment par le fait que les deux navires étaient assez différents quand même sur un certain nombre de points et que ça aurait été très compliqué de prendre en un mois et demi, de déguiser comme ça le Titanic en olympique et vice-versa. D'autant qu'en plus, sur le navire, il y avait énormément de parties, par exemple, qui portaient le numéro d'immatriculation de chaque navire. Donc s'il avait fallu tout changer, ça aurait pris beaucoup de temps. Sans parler du fait que, je suppose que s'il avait fallu corrompre tous les ouvriers des chantiers Harland & Wolff pour qu'ils se taisent jusqu'à la fin et que ça ne sorte que dans les années 90, a priori, il y aurait eu un sacré budget, ça aurait coûté plus cher que le bateau. Donc c'est une histoire fausse, mais qui est assez populaire. Alors, il se trouve en plus que elle est sortie à la fin des années 90, donc très vite, elle a été beaucoup reprise sur Internet. Et donc elle marche beaucoup, mais en fait c'est une histoire qui ne tient pas debout, d'autant qu'en plus le Titanic était en soi sous-assuré, c'est-à-dire que de toute façon s'il coulait, la White Star ne rentrait pas dans ses frais avec l'assurance. Et c'est pour ça d'ailleurs que la White Star disait à ses capitaines, faites pas les cons, les navires il faut vraiment pas les endommager parce que s'il y a un accident grave, vous mettez en danger la compagnie et donc vous mettez en danger votre avenir professionnel aussi. Et que les capitaines, du coup, touchaient une très grosse prime s'ils avaient aucun accident dans l'année, pour éviter justement tout problème. On a quelqu'un qui nous parle d'un jésuite irlandais qui aurait été invité à descendre avant de monter sur le Titanic. Alors, oui, lui, il existe. Francis Brown, qui est devenu ensuite prêtre jésuite et qui, à l'époque, était en formation. Francis Brown, on le connaît beaucoup et il nous intéresse beaucoup parce que c'était un photographe amateur. Et que, comme il avait un billet, en fait, il se rendait en Irlande pour ses formations et son oncle lui avait payé un billet sur le Titanic pour faire le voyage uniquement entre Southampton et Queenstown en Irlande, donc il faisait qu'une journée de voyage. Et du coup, lui, il était comme un gosse, donc on a tout son album photo en fait. Et comme on n'a pas beaucoup de photos de l'intérieur du Titanic, elles sont d'autant plus précieuses parce que c'est lui qui a pris pas mal des rares photos qu'on a des intérieurs du Titanic. On a du coup, par son biais aussi, certaines des dernières photos de certains des gens qui étaient à bord, puisque de fait, 4 jours plus tard, ils devaient mourir, ces gens-là. Et donc, Brown, il est juste descendu le 11 au matin. Il se trouve que pendant son voyage, il trouvait quand même le bateau cool, et visiblement, il se serait lamenté auprès de collègues à lui, enfin de compagnons de voyage. Il aurait dit c'est quand même dommage que je puisse pas faire tout le voyage, on m'a payé que la partie jusqu'à Queenstown. Et des gens lui auraient dit si vous voulez, nous on vous offre le reste du voyage. Il aurait télégraphié à sa hiérarchie en lui disant je peux faire le reste du voyage. Et on lui aurait dit non, vous descendez, vous venez, ce qui est assez logique vu qu'il venait quand même se former, quoi. Et certains en ont déduit, les tenants de la fameuse théorie du complot jésuite, en ont déduit qu'il y avait un grand complot des jésuites pour couler le Titanic dans le but de participer à la création de la réserve fédérale. Et alors ils expliquent que en fait le but c'était d'assassiner 3 personnes qui se trouvaient à bord, 3 riches personnes, donc le colonel John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim et puis Isidore Strauss qui était le président des grands magasins Macy's de New York. Ça aurait été 3 grands opposants à la réserve fédérale et du coup il aurait fallu les tuer. Et quand vous voulez tuer quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Vous projetez un paquebot contre un iceberg, hein. Évidemment c'est le plus simple comme solution et le plus précis. Et donc voilà, ça c'est la théorie. Alors c'est une théorie qui varie selon les versions. C'est Rothschild, c'est les jésuites, c'est les francs-maçons. Vous avez un peu toutes les variations. Des fois c'est sûrement tous en même temps. Et on a un problème, c'est qu'en fait, pourquoi ces 3 figures-là seraient vraiment les obstacles à la fête ? En fait, elles ont été choisies surtout parce qu'elles sont sur le Titanic et qu'elles sont mortes sur le Titanic. Et c'est pour ça qu'ils les ont choisies. Parce qu'en fait, Astor, on n'a aucune prise de position de lui par rapport à la Fed. Guggenheim non plus. Et il semble que Strauss, lui, par contre, il ait pris position pour. Donc ça aurait été vachement con de l'assassiner. On s'est trompé. Et donc, voilà. Donc ils ont voulu tuer un moustique au lance-roquettes et en plus ils l'ont raté. En plus c'était pas un moustique. Donc non, ça marche pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme théorie pour voir comment fonctionnent les théories du complot, parce que celle-là aussi on la voit beaucoup tourner encore aujourd'hui.
Ouais, c'est fou. On va continuer un petit peu sur les questions comme ça, mais on pourra peut-être évoquer après le pourquoi finalement. Pourquoi ça suscite autant de fantasmes, ce truc. On nous parle un peu du record de vitesse. Est-ce que vraiment il voulait battre un record de vitesse en franchissant l'Atlantique avec le Titanic ? Alors ça, c'est une vaste question parce que ça dépend de quel record. Si on parle du record de vitesse absolue sur la ligne, c'est un peu comme si tu voulais remporter le Grand Prix ou les 24 heures du Mans avec une 205, quoi. C'est-à-dire que le Titanic, c'est un navire qui est bon de ce point de vue-là, mais la White Star, ça faisait déjà 10 ans qu'elle avait abandonné toute idée de battre des records de vitesse en considérant que ça coûtait trop cher. Et que si c'est pour gagner une demi-journée de voyage, il vaut mieux proposer des tarifs moins élevés aux passagers, avoir des navires plus rentables et plus confortables. En plus, les bateaux rapides, souvent, ils ont tendance à vibrer beaucoup, ce qui est désagréable pour les passagers, très clairement. Donc on a cette idée-là que la White Star avait décidé de ralentir. Ce qui fait que le Titanic, il est conçu pour faire, par exemple, du 21-22 nœuds de moyenne, ce qui est des records qu'on a commencé à abattre déjà il y a une bonne quinzaine d'années à ce moment-là. Pour comparaison, son rival de la Cunard, le Mauretania, il monte jusqu'à 27 nœuds. Le Titanic, en le poussant vraiment, on pourrait monter jusqu'à 25, mais le soir du naufrage, il est à 22. Donc clairement, le record absolu de vitesse, le ruban bleu, tout ça, faut oublier. Même à fond, en faisant ramer les passagers, il n'y arrive pas. Par contre, c'est vrai que l'équipage était assez intéressé, comme c'est le premier voyage, pour voir comment le Titanic pouvait se comporter en mer, et notamment quelle vitesse il pouvait atteindre, sans trop forcer non plus, parce que c'est un nouveau bateau, donc on peut pas non plus le lancer à fond comme ça d'un coup. Mais voir un petit peu à quelle vitesse il peut aller, ça, tout l'équipage, globalement, enfin les officiers en ont témoigné d'ailleurs assez ouvertement, que oui, ils étaient curieux. Et que donc, notamment, on sait que le lundi 15 avril, le jour justement où il a coulé, mais il a coulé avant du coup qu'on ait pu tenter ça, mais il était prévu de tenter, si le temps le permettait, un essai de vitesse, voir un petit peu jusqu'où il pouvait aller. Après, ce qui pouvait être un défi intéressant, c'était de voir s'il battrait le record de l'Olympique pour son voyage inaugural l'année précédente. Et donc là, ça pouvait être intéressant de voir s'il se comportait mieux. Et c'est là que va naître en fait toute la polémique. Parce que donc le Titanic passe par le mercredi 10 avril pour arriver le mercredi 17 avril au matin. Et il y a tout cet enjeu du est-ce qu'il arrivera à New York avant minuit, et donc est-ce qu'il arrivera à New York le mardi. Et là on pourrait dire comme ça, vu qu'il est attendu le mercredi, ça fait quand même une grande différence, mais en fait pas tant que ça, parce qu'on parle de arriver à l'entrée du port de New York, il y en a encore pour quelques heures après pour aller jusqu'au quai et tout, et ça l'Olympique il l'avait fait pas longtemps après minuit. Donc réussir à arriver avant minuit, finalement, ça demande pas d'aller beaucoup plus vite que ça. Et donc on n'est pas sur un navire qu'on a lancé comme ça à tout prix, à toute vitesse pour faire les gros titres. C'est plutôt voir un peu ce qu'il peut faire. Et donc, on a notamment une conversation qui a été entendue du président de la White Star, Ismay, qui parle avec le capitaine et qui se réjouit effectivement des performances du Titanic et qui dit à ce train-là, on arrivera effectivement mercredi avant minuit. On va battre l'Olympique. Sauf que là, ils ont cette conversation avant d'avoir vraiment appris qu'il y a des icebergs sur la route. Et donc, ce qui pose problème par contre, c'est que le Titanic allait effectivement trop vite au moment de la collision, ça c'est évident, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il allait à cette vitesse-là, et ça demande beaucoup de contexte en fait, c'est-à-dire que globalement le capitaine, quand on lui a dit il y a des icebergs sur la route, avant d'aller se coucher vers 22h le 14 avril au soir, enfin il se retire dans la salle des cartes pour se reposer, et il dit à ses officiers, pour l'instant le temps est clair, on voit bien à l'horizon a priori, tant que ça reste comme ça, ça va. Si vous avez le moindre doute, si le temps s'assombrit, s'il y a du brouillard, n'importe quoi, vous me prévenez et on ralentit tout de suite. Mais tant qu'on voit, il n'y a pas de raison de ralentir. Et donc là, on peut se demander, est-ce que c'est raisonnable de sa part ? Rétrospectivement, non, c'est complètement con. Mais quand la commission d'enquête britannique a fait venir d'autres capitaines éminents pour leur poser la question, tous... on dit, en fait, on fait pareil, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'il y a du danger, des icebergs, des gaz comme ça,
on accélère pour sortir plus vite de la zone dangereuse, tant qu'on voit bien, hein. S'il y a du brouillard, bien sûr, on fait pas les cons, mais tant qu'on voit bien, on accélère, on fonce. Et le seul qui s'est opposé à cette idée-là, c'est Sir Ernest Shackleton, l'explorateur polaire qui était allé plusieurs fois, je crois, vers le pôle sud, et qui lui a dit non, mais c'est complètement con, dans ce genre de cas, il faut au contraire naviguer vraiment au ralenti, vous passez à 4 nœuds et encore, alors que les autres, ils disaient non, moi je continue à 25, 26, 27. Et donc, dire que le Titanic allait trop vite, c'est un peu comme dire que quelqu'un, par tempête, sur l'autoroute, roule à 110 et donc va trop vite. Oui, il roule trop vite, c'est pas raisonnable du tout, mais dans les faits, il est tout à fait dans la légalité et dans les usages prescrits. Simplement, là, dans ces circonstances-là, il serait raisonnable d'arrêter. Et donc, la conclusion de l'enquête, d'ailleurs, ça va être de dire, voilà, on peut pas blâmer le capitaine Smith qui a fait la même chose que tous les autres à l'époque, mais par contre, maintenant, on est conscient que l'usage est mauvais, et donc le prochain qui fait la même chose, lui, on lui tombera dessus, quoi. Y en a certains qui, dans le chat, là, qui s'excitent à propos des jumelles. Ah, je savais aussi qu'elle viendrait, celle-là. je soupçonne que ça soit des gens qui gravitent autour de ton émission. Mais c'est vrai que la question des jumelles, elle ressort assez souvent dans la presse, hein. Moi, j'avais trouvé des articles de presse déjà il y a une quinzaine d'années qui en parlent. Ils en parlent très souvent, parce que là aussi, c'est vraiment le récit du détail qui aurait pu tout changer. Donc ça plaît beaucoup. Et alors en fait, l'histoire c'est qu'effectivement, les Vigies n'avaient pas de jumelles dans le nid de Pi. Et donc la question c'est, est-ce que ça a fait une différence ? Alors ça dépend d'à qui on pose la question. Pendant la commission d'enquête américaine, celui qui en a parlé le premier, c'est Frederick Fleet, qui était justement un des Vigies au moment de la collision. Et lui a dit, si j'avais eu des jumelles, je l'aurais vu plus tôt. Mais c'est logique, c'est lui qui a vu l'iceberg et il a tout intérêt à trouver toutes les raisons possibles pour expliquer qu'il ne l'ait pas vu, parce qu'il sent bien que sinon on pourrait le lui reprocher. Et alors, du coup, se pose la question de pourquoi il n'avait pas de jumelles, est-ce que c'est normal ou pas ? Et en fait, la réponse, c'est que ça dépend, puisque ça dépendait des navires, ça dépendait des capitaines, que la règle différait selon les usages. Il y avait des navires de la White Star où il y avait des jumelles, il y en avait où il n'y en avait pas. Sur le Titanic, on sait qu'entre Belfast et Southampton, pour partir des chantiers, donc ils en avaient eu. Et à partir de Southampton, ils en ont plus. Et chaque fois qu'ils sont allés en demander aux officiers, on leur a dit oui, plus tard peut-être, ou non, on a la flemme, quoi. Et en fait, là, on pourrait penser que c'est irresponsable. Sauf que Fleet lui-même, dans son témoignage, il se contredit. Parce qu'après avoir dit qu'avec des jumelles, il aurait vu l'iceberg plus tôt, il explique que les jumelles, on les utilise quand on a vu quelque chose et qu'on veut vérifier ce que c'est. Et donc, du coup, il aurait fallu qu'il voie l'iceberg pour vérifier ce que c'est avec ses jumelles. Et donc, en fait, pas mal d'officiers et de capitaines ont dit « Bah non, les jumelles, c'est les officiers qui les utilisent ensuite pour vérifier ce qu'il y a, pour voir une fois qu'on leur a signalé le truc. Mais le rôle des vigies, c'est de dire « J'ai vu quelque chose, ça arrive, quoi. » On nous parle d'un bouquin qui aurait été écrit avant le Titanic et qui aurait eu des similitudes dans l'écriture sur ce qui s'est vraiment passé sur le Titanic et qui aurait peut-être prédit tout ça. Alors, ça, c'est une histoire aussi vachement intéressante. Il y a effectivement un bouquin, très mauvais d'ailleurs, qui s'appelle Le naufrage du Titan, Futility, théoriquement, au départ, le premier titre, c'était ça, de Morgan Robertson, qui a été publié, si je ne me trompe pas, en 1898, donc 14 ans avant le naufrage. Et alors, effectivement, dans ce bouquin, on a un paquebot, qui est un paquebot immense et très rapide, qui est le Titan. Et le Titan se mange un iceberg, coule avec la plupart de ses passagers. Alors bon, le truc, c'est que alors, beaucoup de gens ont relevé tout un tas de similitudes. Évidemment, ils n'ont pas relevé les différences. C'est-à-dire que, oui, effectivement, par exemple, le Titan, il heurte un iceberg en avril. Il n'y avait pas assez de canaux pour tout le monde, mais bon, ça c'était le cas sur tous les navires de l'époque. Certains relèvent, alors je sais plus, je crois que le nombre d'hélices est le même, par exemple, bon, des trucs comme ça, des détails. Mais bon, d'un autre côté, il y en a qui vont dire, ouais, il y a deux orchestres à bord, comme sur le Titanic où il y avait un orchestre qui était divisé en deux. Oui, bon, d'accord, mais sur le Titan, il y a aussi une caserne de pompiers, une troupe de théâtre. Je me demande même s'il n'y a pas un truc surréaliste, genre un cirque ou une connerie comme ça. Donc, bon, oui, effectivement, si on
on prend que les trucs qui concordent, ça marche. Bon, le Titan, par exemple, il a des voiles encore. Parce que Robertson, alors c'est un gars qui était relativement passionné de marine. Il a prétendu, après, avoir inventé aussi le périscope, même s'il semble qu'il avait pas mal bidonné là-dessus, et qu'il avait piqué l'idée ailleurs. Mais du coup, il connaissait certainement les évolutions de la marine à l'époque, et donc son Titan, finalement, il imagine ce que seront les plus gros navires dans quelques années. Bon, puis surtout, le naufrage du Titan, en fait, ça n'occupe qu'une toute petite partie de son récit, puisque son récit très mauvais, c'est en gros l'histoire d'un marin déchu pour alcoolisme qui voyage sur le Titan et qui rencontre la femme qu'il a aimée, sauf que malheureusement elle s'est mariée avec un salaud évidemment. Elle a eu un enfant, une petite fille. Et ce pauvre marin en plus, alors il y a une histoire sombre, voilà, oui. Au début, en fait, le Titan est lancé à pleine vitesse dans l'Atlantique et manque de bol, il croise un voilier, il le coupe en deux. Littéralement, et il continue sa route sans y faire attention parce que bon, quand même, on a autre chose à faire, il faudrait s'agirait de pas arriver en retard. Du coup, il y a ce brave marin alcoolique qui veut dénoncer cette malversation, et du coup, on décide de le piéger en le droguant. Et du coup, il y a toute une séquence hallucinante où il est dans le nid de pie et il voit des trucs bizarres parce qu'il est complètement stone. Et du coup, il voit pas l'iceberg. Et le Titan monte sur l'iceberg et chavire. Donc là aussi, un naufrage du Titan, c'est pas le Titanic, hein, ça se fait en 3 secondes. On a le temps de mettre un canot à l'eau. Heureusement, du coup, il sauve la petite fille de sa copine. Le mari, lui, meurt. La copine survit, on sait pas trop comment. Et voilà, lui, le marin bourré et la petite fille survivent. Comment ? En montant sur l'iceberg. Et donc, ils survivent sur leur banquise pendant quelques temps. Lui, il affronte un ours avec son couteau. Enfin, c'est des trucs surréalistes. Tout ça pour finalement arriver jusqu'à New York. Et toute la dernière partie du roman, ça se passe dans les bureaux des assurances à New York, où il y a toute une histoire avec un assureur juif véreux, parce qu'évidemment, en plus, c'est un bouquin antisémite, mais très profondément, et puis pas subtilement du tout. Hein. C'est-à-dire que l'assureur juif, il a le nez crochu, il a un accent, il y a la totale, quoi. Et donc, il y a toute cette histoire-là, et puis du coup, le brave marin, à la fin, réussit à dénoncer les malversations de la compagnie et de la compagnie d'assurance. Et puis bon, la petite fille retrouve sa maman. Le marin fait comprendre à la mère que de toute façon, elle avait qu'à rester avec lui et puis que maintenant, il est bien mieux qu'elle. Et puis voilà, ça se finit comme ça. Tout est bien qui finit bien. Donc ouais, c'est vraiment... oui, voilà, on pourrait dire que c'est Rushdie qui a écrit le truc, effectivement, comme je vois dans le chat. Et donc, c'est un bouquin qui est nul. Simplement, il se trouve qu'avec le naufrage, il y a des gens qui ont fait le lien, notamment par rapport au nom du bateau, et qui se sont dit, ouais, il avait pressenti le truc. Évidemment, je pense qu'il y a des éditeurs aussi qui se sont dit qu'il y avait du pognon à se faire. Et donc, le bouquin a commencé à être petit à petit réédité. Et je pense que c'est surtout après, à partir des années 50, qu'on a commencé à faire vraiment beaucoup de blabla autour de ça. Mmh. Et que petit à petit, ça a pris de l'ampleur, quoi. Et alors aujourd'hui, évidemment, parce que c'est assez fréquent qu'on ait des gens... là, je sais que j'ai un collègue de l'association, justement, qui a été interviewé cet été aussi pour un reportage. Je crois que c'était pour... RMC Story ou un truc comme ça, et eux ils voulaient vraiment tout l'angle paranormal, et dans ces cas-là le Titan ils veulent absolument, donc on a plein de reportages mauvais qui parlent du Titan. Mais pourquoi justement il y a un tel engouement autour de ces théories conspirationnistes Parce qu'on a un événement qui a marqué beaucoup, qui a été médiatiquement très très puissant. On a fait un épisode dessus d'ailleurs. Voilà, on a fait un épisode dessus, qui a été très puissant à son époque, puis qui est revenu ensuite régulièrement dans le cinéma notamment. Et donc, forcément, ce qui fait parler, ce qui devient populaire, ça fait vendre, et du coup, ça attire. Et ça attire les charlatans aussi, qui savent bien qu'il y a du pognon à se faire à vendre quelque chose de nul, mais qui va attirer un petit peu les gogos. Et puis, pendant longtemps aussi, c'est vrai que le Titanic, c'était un moyen, notamment juste après le naufrage, de faire parler de soi. C'est-à-dire que pouvoir dire que tu avais anticipé le naufrage du Titanic, que tu avais failli voyager à bord, et puis que finalement, tu avais annulé ton voyage au dernier moment, personne ne pourra prouver de toute façon, et ainsi de suite. Ça marchait bien, ce qui fait qu'on a plein d'articles de journaux comme ça, de gens qui disent, pendant que le Titanic coulait, moi j'en ai rêvé, des choses comme ça. Souvent, c'est très contradictoire d'ailleurs, mais il y
y a des trucs comme ça. Il y a énormément de légendes qui ont commencé à naître. On a eu aussi ensuite tout un phénomène, évidemment, c'est les faux passagers. Les faux rescapés du Titanic. On en a à l'appel, on a de quoi remplir 3 fois le bateau, je pense. Mais des gens qui, là aussi, avaient leur quart d'heure de célébrité grâce à ça. Parce que, un petit journal local, ne serait-ce que ça, quand on lui dit, il y a machin, il a survécu au Titanic, ça peut intéresser pour un petit reportage. Et pendant longtemps, comme on n'avait pas de liste définitive, c'était compliqué de vérifier. Ce qui fait que même un des historiens pionniers du Titanic, Walter Lord, par exemple, qui s'est entretenu dans les années 50, 60 avec beaucoup de rescapés, il s'est fait avoir par plusieurs imposteurs, en fait, mais qui avaient suffisamment de trucs à lui raconter pour que ça soit, et qui était suffisamment crédible pour que ça passe. Et par exemple, il y a quelques années, on a un double disque qui est sorti avec des extraits de témoignages audio de survivants, notamment des interventions radio, des choses comme ça. Et sur ce double disque... Non, heureusement. Mais sur ce double disque, j'ai trouvé 3 imposteurs, dont un qui dit qu'il a survécu en sautant sur l'iceberg. Donc bon, après souvent ils sont un peu cons ces imposteurs, c'est-à-dire que par exemple ils vont souvent être tentés de se donner un trop gros rôle, parce que à la limite si tu dis j'étais en 3e classe sur le Titanic, si t'étais vraiment un nobody, à la limite on peut dire il y a eu une erreur sur les listes, une similitude de nom, un truc comme ça, mais quand tu dis j'étais le secrétaire de Bruce Ismay par exemple, là ça devient facile à vérifier tout de suite, et on se rend bien compte que non, Ismay n'avait pas de secrétaire français qui s'appelait Monsieur Philippona, quoi. Par exemple. Mais comment on est sûr de... Aurèle qui dit... Pardon, excuse-moi. Comment on est sûr de la liste finale, tu vois ? Aujourd'hui, on a quand même des listes assez précises. Enfin, on a fini par établir une liste qui est globalement certaine, on va dire, parce que on a fait le tour de pas mal d'avis de décès, de choses comme ça. On a fait aussi des cumuls avec les listes de disparus qu'on aimait à l'époque, des choses comme ça. Et donc pendant longtemps on avait des erreurs dans les listes et puis des problèmes d'homonymie, des trucs comme ça. Aujourd'hui globalement je pense qu'on est à peu près sûr, parce qu'on a vraiment gratté dans tous les sens, dans toutes les directions. Ça veut pas dire qu'il est totalement impossible que quelqu'un soit passé sous le radar, un passager clandestin par exemple, mais globalement on est à peu près sûr. Il y avait par exemple un mystère pendant longtemps autour d'un membre d'équipage dont on n'était pas sûr qu'il ait pris son service à bord avant le départ. On se demandait est-ce qu'il était à bord ou pas. Puis on s'est rendu compte après que quelques années plus tard, la White Star versait des sous finalement, mais après une procédure juridique, à sa famille, et que donc a priori c'est bien qu'il était mort à bord. Mais donc là, éventuellement dans ces cas-là, voilà. Mais en général, on arrive quand même à bien les suivre. Bon, c'est sûr que ça dépend des nationalités. Par exemple, il y avait 8 Chinois à bord du Titanic. C'est beaucoup plus difficile de retrouver leurs traces, même si ça commence là. Mais ça a été longtemps beaucoup plus difficile de les suivre que les passagers anglophones, par exemple. Mais voilà, on commence à bien situer. Et puis donc après, par contre, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de ces imposteurs-là. Et alors, on a des histoires assez intéressantes autour de ça, parce que on a des gens qui ont essayé de faire du bruit autour de ça. Alors, par exemple, il y en a un qui n'a pas eu de bol parce que ça a pris des proportions immenses. C'est juste après le naufrage. On a un certain Louis Klein qui commence à raconter partout dans sa ville de Cleveland, dans l'Ohio, qu'il était à bord du Titanic et qu'il était membre d'équipage et que tout le monde était bourré à bord au moment de la collision, et que c'est à cause de l'alcool que le drame a eu lieu. Et donc là, forcément, ça fait du bruit, ce qui fait que ça arrive aux oreilles du sénateur qui est en train de mener l'enquête officielle à Washington, et le pauvre Louis Klein se retrouve convoqué. Et donc, il se retrouve escorté par un marshal jusqu'à Washington pour parler de son histoire. Et on se retrouve à le faire venir dans le bureau du sénateur, où on le confronte à d'autres membres d'équipage. Alors évidemment, les autres membres d'équipage disent « Ben non, le seul Klein qu'il y avait à bord, c'était un coiffeur et il est mort. » ça. Donc ils trouvent ça vraiment bizarre. Puis pour quelle raison ce gars-là, il serait déjà arrivé dans l'Ohio, alors que tous les membres d'équipage, soit ils sont repartis en Angleterre, soit ils sont consignés à Washington pour témoigner. Donc il n'y a rien qui va. Et comme le gars, en plus, il sait qu'il va
devoir témoigner sous serment après, et que du coup, s'il ment et que ça se sait, il risque des poursuites. Et bien le matin où il est censé témoigner sous serment, bizarrement, on est censé venir le chercher à son hôtel, et 1 heure avant, il se barre sans même prendre ses affaires, et il disparaît dans la nature, parce que là, je pense qu'il a senti qu'il allait avoir des soucis. Mais on en a un autre qui a fait encore mieux, et lui, pour le coup, on continue à trouver son histoire mal racontée dans pas mal de livres, parce que ça a été très dur de vraiment comprendre. C'était un certain Jay Yates, parce qu'on avait donc des tricheurs professionnels à bord du Titanic. Je pourrais vous expliquer ça plus en détail après, mais des gens qui en fait voyageaient pour plumer les passagers riches aux cartes et qui faisaient pas mal d'argent. Et il y en aurait un à bord. Voilà. Et il y en aurait un à bord, ce fameux Jay Yates, qui aurait été un peu héroïque. Qui se serait sacrifié, qui aurait accepté son sort, qui serait mort. Et on sait qu'il était... ce pourquoi on sait qu'il aurait été à bord, c'est parce qu'ensuite une passagère aurait fait parvenir à sa sœur une lettre qu'il aurait écrite avant de mourir et qu'il lui aurait remise à cette passagère en lui disant « Vous montez dans un canot, faites parvenir ça à ma sœur ». Et donc là, ça fait une formidable histoire, quoi, parce que Jay Yates, on le retrouve, on sait qu'à terre, il était pourchassé par les autorités, il était repris de justice et tout. Et donc là, ça fait le criminel au grand cœur qui se serait sacrifié. Sauf qu'en fait, Jay Yates, quand on cherche bien les archives, on le retrouve en prison quelques mois après le naufrage. Et donc c'est juste un gars qui a voulu se faire passer pour mort et qui a demandé à quelqu'un de se pointer en disant « Hey, j'ai une lettre qu'il a écrite à bord du Titanic et il est mort ». Alors qu'en fait, pas du tout. on nous parle de la qualité des rivets du Titanic, qui aurait pu être problématique. Alors ça c'est un truc qui revient beaucoup aussi récemment, notamment depuis qu'on a découvert l'épave en fait, puisqu'on a remonté des rivets de l'épave et on les a, alors on a des chercheurs et une chercheuse aussi qui ont beaucoup expérimenté sur les rivets pour essayer de voir si ils étaient particulièrement fragiles. Le souci c'est que les rivets qu'ils ont pris, ils les ont récupérés dans le champ de débris de l'épave, qui est l'endroit en fait où sont tombés tous les morceaux de l'endroit où le Titanic s'est cassé en deux. Donc c'est des rivets qui, on va dire, ont déjà beaucoup souffert au moment du naufrage, et puis qui ensuite ont passé un siècle à 4 km de profondeur avec la pression et tout. Donc on va dire que les tester aujourd'hui pour vérifier quelle est leur résistance, bon c'est peut-être pas super fiable, et les rivets à l'endroit de la collision on peut pas les atteindre vu qu'ils sont sous des mètres de vase. Donc là c'est assez peu fiable comme test on va dire, ou assez peu significatif. Et puis après on a effectivement des analyses qui disent que la qualité de l'acier était moins bonne que ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui. Ce qui est logique puisqu'on est en 1912 et qu'en 1912 on fait pas de l'acier de la qualité d'aujourd'hui. Mais si on le compare avec ce qui se faisait à l'époque, globalement on a de l'acier qui était utilisé sur de la construction de niveau militaire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à peu près. Donc on est quand même sur quelque chose qui pour l'époque était d'un bon standard. Et par exemple on sait que les employés des chantiers qui ont eu régulièrement à faire de la maintenance sur l'Olympique disaient qu'ils avaient rarement travaillé sur un navire où il y avait aussi peu de maintenance à faire, parce qu'il y a toujours des trucs à changer, des rivets à changer, des choses comme ça avec l'usure sur un bateau qui dure 25 ans. L'Olympique il n'a jamais posé de problème. Et même pendant la guerre, je crois qu'on en avait parlé dans notre vidéo sur les paquebots en guerre, il a carrément foncé dans un sous-marin et il l'a coulé. Donc c'était quand même du solide quoi, ce bateau. Et les rivets globalement, enfin je pense honnêtement que face à un iceberg de la taille que le Titanic a heurté, quel que soit le navire et même avec des coques soudées comme on fait aujourd'hui, c'est difficile de résister à un iceberg de cette taille-là. Donc les rivets, à mon avis, n'ont pas joué un rôle significatif. Et alors justement, on nous demande, mais et du coup, cette théorie qui dit que s'il avait pris l'iceberg en pleine face plutôt que sur le côté, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Alors là, oui, tout à fait, parce qu'en fait, là, on a l'explication de pourquoi il a coulé. C'est-à-dire que le Titanic, il est conçu, comme tous les navires de l'époque, un peu gros, de façon à être compartimenté. T'as 16 compartiments qui divisent sa coque, et l'idée c'est que une fois qu'on a fermé les portes étanches, en fait, s'il y a un trou dans un compartiment, ça se propage pas aux autres. Et un seul compartiment, même rempli d'eau, ça ne sera pas suffisant pour enfoncer le navire assez pour remplir les autres.
le Titanic, on l'a conçu pour que, quels que soient ces deux compartiments percés contigus, il puisse survivre. C'est-à-dire, en gros, un bateau lui fonce dedans, comme le croiseur qui a heurté l'Olympique, par exemple. Ça le met pas en danger parce qu'il y aura, au pire, 2 compartiments inondés. Et puis, on s'est assuré aussi que s'il se prend un obstacle de plein fouet, le Titanic, globalement, il peut tenir avec jusqu'à 4 compartiments inondés. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 compartiments inondés, je crois que ça correspond à peu près à la partie que vous avez montée là, jusqu'à la première cheminée en Lego pour l'instant. Donc c'est à peu près presque la pas moitié, loin d'un quart. On est sur un quart du navire, quoi. Sur un quart du navire, on va dire. On vous le montre. Donc voilà. Kali vous le montre. Bah voilà. Vas-y, toi. Alors, je le montre, d'accord, très bien. Je me sers à quelque chose. Voilà. C'est ça, en gros. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que là, vous déchirez ça, le bateau, a priori, jusqu'à la première cheminée, il tient. Voilà. Donc on est quand même sur... Enfin, pour percer 4 compartiments, il faut y aller, quoi. Et donc, effectivement, il se trouve que le Titanic a tourné, mais pas assez vite. Et que du coup, on pense qu'il y a 6 compartiments qui ont été percés. Alors avec des très légers trous en plus, parce que vraiment, il était à un poil d'éviter l'iceberg. Mais de très légers trous, mais suffisamment, en fait, pour remplir 6 compartiments à la fois. Et du coup, là, le navire était condamné. S'il avait foncé frontalement dans l'iceberg, effectivement, il est très peu probable que ça aurait endommagé plus de 4 compartiments. Probablement même que ça n'aurait endommagé que le premier. Et ça, on a des photos, par exemple, si vous cherchez sur Google le paquebot Arizona, vous tapez Arizona Iceberg, et vous verrez une photo. Vous verrez une photo, normalement, du paquebot Arizona qui s'est mangé un iceberg de face, et on est des années avant le Titanic, je crois qu'on est dans les années 1870. Et effectivement, il a la proue complètement éventrée, mais il a pu arriver au port sans problème. Donc vous voyez là, effectivement, les dégâts, ils sont quand même costauds, quoi. Mais en fait, à l'époque, avec ces systèmes de compartiments, théoriquement, on peut couper un navire en 2 sans problème. D'ailleurs, c'est arrivé à un bateau de la White Star, le Suevik, qui s'était mangé des rochers en 1907, qui s'était échoué sur ces rochers, et on s'est rendu compte que tout le tiers avant du navire était foutu. D'ailleurs, tu peux chercher sur Wikipédia tant que tu y es le Suevik, S-U-E-V-I-C, et tu verras le bateau coupé en 2 en fait, parce que du coup, quand on s'est rendu compte que la partie avant était foutue, on s'est dit ça serait con de perdre les 2 tiers arrière. Du coup, on va couper le navire à la dynamite, à la moitié. Et donc voilà, ça donne ce que vous voyez là. C'est-à-dire que là, on a dynamité en fait le navire pour garder toute la partie arrière, et on a reconstruit une partie avant sur mesure pour venir la re-rifter en fait à cet avant de navire. Et donc ça, cette opération-là, s'est faite en 1907. D'ailleurs, c'est Thomas Andrews, l'architecte ensuite du Titanic, qui s'est occupé de ça. Et le Suevik a continué sa carrière jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc on peut faire des trucs assez formidables avec des navires comme ça. Et donc oui, je pense que si le Titanic s'était mangé l'iceberg de front, il aurait pu tenir. Seulement, et là quelqu'un disait du coup, est-ce que c'était une erreur d'essayer de le contourner ? Ben non, parce que si tu penses pouvoir éviter l'iceberg, tu évites quand même du coup les morts des gens qui sont logés, notamment il y avait pas mal de marins qui étaient logés à l'avant, et là par contre, se prendre l'iceberg de plein fouet, c'est vraisemblablement les condamner à mort. Sans parler des dégâts que tu occasionnes pour le navire. Donc quand tu es officier d'un navire, ça te pose la question du est-ce que c'est vraiment foutu et qu'il faut que je ralentisse au max et que j'essaie de me le manger de plein fouet, ou est-ce que j'ai une chance de l'éviter ? Et l'officier a dû prendre cette décision, et manifestement il s'est dit qu'il avait le temps, et il n'en était pas bien loin. Simplement, ça n'a pas marché. On a un autre truc, alors je sais pas ce que c'est, ça j'en ai pas entendu parler, quelqu'un qui met un petit clin d'œil à la fin de son observation, c'est même pas une question, qui sous-entend peut-être qu'on nous cache la vérité. L'histoire du canot de sauvetage du Titanic retrouvé 3 mois plus tard après le naufrage, avec 3 hommes morts à bord et un seul a été identifié. Alors oui, mais ça c'est pas du tout quelque chose d'inconnu en fait. Donc il y a 20 canots à bord du Titanic, et sur ces 20 canots, il y en a 18 qui sont partis en bon état, on va dire, qui sont partis vraiment mis à l'eau proprement.
Et il y en a 2 autres qu'on n'a pas eu le temps de mettre à l'eau, notamment parce que c'était des canaux de ce qu'on appelle un type radeau pliant. Fallait monter des bords en toile pour les mettre à l'eau et tout. C'était compliqué, on n'a pas eu le temps. Donc il y en a un qui a dérivé retourné. On en a parlé dans la vidéo sur Charles Leitler, je pense, puisqu'il a survécu avec une trentaine d'autres personnes sur cette coque retournée, en fait. Et il y en a un autre qui a dérivé à moitié rempli d'eau, ce qui fait que des gens sont morts dedans. Pendant cette nuit-là, parce qu'ils avaient tous de l'eau gelée jusqu'aux genoux. Donc pour ceux qui, en plus, pour gagner ce canot-là, il fallait avoir nagé, donc tous ces gens-là étaient trempés. Donc il fallait vraiment être costaud pour survivre. Donc on n'a qu'une douzaine de personnes qui ont survécu sur ce canot-là, parce que heureusement, à 4h du matin, il y a un autre canot qui est arrivé et qui les a récupérés. Ce qui fait que quand cet autre canot-là, justement, est arrivé, il a récupéré les vivants. Les morts, il n'y avait pas le temps, hein. Il n'y avait ni le temps ni la place pour les prendre, donc on les a laissés là à la dérive. Et donc effectivement, alors je pense pas que ce soit 3 mois plus tard, je pense que c'est 1 mois plus tard à peine, on a un autre bateau de la White Star qui a retrouvé le canot, on a la photo, et donc on voit, vous imaginez là ce que c'était pour des gens de survivre là-dedans pendant quelques heures. C'est... voilà. Ils n'avaient pas eu le temps de monter ce truc, donc on a des histoires terribles à bord, parce que par exemple on a un couple de passagers de 3e classe, lui avait réussi à prendre place à bord, sa femme nageait à côté du canot et ne savait même pas qu'il était à bord, et tous les deux sont morts d'épuisement en fait à quelques minutes d'écart sans même savoir qu'ils étaient près l'un de l'autre, quoi. Donc c'était vraiment dans des circonstances terribles. Et donc voilà, on a effectivement retrouvé ce canot-là, et on a retrouvé aussi plus tard le fameux radeau B aussi qui flottait retourné, puisque ces canots de toute façon n'avaient plus aucune utilité, donc on les a laissés à la dérive, on n'allait pas les emporter. Et sur les 18 autres canots, le Carpathia en a récupéré 13 qu'il a ramené jusqu'à New York. Et les autres, pareil, ont été laissés à la dérive, et je sais pas si on les a retrouvés ceux-là. 18 canots, ça fait combien de personnes ? Alors, les 20 canots en tout avaient une capacité théorique de 1178 personnes. Et en tout, il y a eu 712 rescapés. Ce qui signifie que les canots sont partis avec plus d'un quart de place, même peut-être plus d'un tiers de place vide. C'est ouf. Après, le problème, c'est que là aussi, en fait, quand on regarde les photos qui ont été prises des canots qui approchent du Carpathia, puisqu'on a des passagers du Carpathia qui ont photographié l'approche des canots, il y a pas mal de ces photos qui sont sur Wikipédia, et bien on se rend compte qu'ils ont l'air très pleins, même quand c'est des canots dont on sait qu'ils étaient à moitié pleins, parce que théoriquement, par exemple, un des canots standards du Titanic, c'était 65 personnes en capacité, mais en fait, dès qu'on en a mis 30, on a vraiment déjà l'impression que c'est bien plein. Donc effectivement, ils ont réussi à le bourrer jusqu'à 70 personnes, dans un des cas, mais c'était vraiment pas quelque chose que tu avais envie de mettre à l'eau comme ça, quoi. Ça, c'est la photo des canots qui ont été ramenés à New York. Donc là, déjà, ça vous donne une idée, vous voyez, de la taille du truc, puisqu'on a quelques bonshommes qui posent dedans. Donc voilà, les gros canots qu'on voit au premier plan, là, les 2 gros canots, puis ceux du fond, c'est 65 personnes, théoriquement, qu'on doit pouvoir entasser là-dedans. Et les 2 petits canots qui sont au milieu, là, ceux sur lesquels il y a 2 canots qu'on voit qui sont un peu plus petits, théoriquement, c'est 40 personnes qui auraient dû pouvoir prendre place dedans. Donc vous voyez par rapport aux individus qui sont dessus que effectivement, sûrement que ça tient, enfin on sait que dans le cas des gros canots, ça a tenu, mais ça tient en les bourrant bien, et l'équipage avait vraiment la trouille de bourrer ça bien, d'autant que il fallait quand même descendre l'équivalent de 8 étages, quoi, avec ces canots-là remplis dans le noir, donc c'était pas simple, quoi. Dans la panique aussi, j'imagine. Ouais, non, effectivement. Alors la panique était assez relative. La panique était assez relative, mais par contre, c'est vrai que justement, comme il y avait peu de panique au début du naufrage notamment, et ben les gens, quand ils avaient le choix entre rester sur un bateau qui n'avait pas l'air en danger et monter dans un canot où il fallait descendre, je sais même pas combien de mètres, jusqu'à une mer que tu ne vois même pas parce qu'il fait noir. Et en abandonnant souvent tes proches, quand on te dit en plus ton mari peut pas venir, voire ton fils aîné peut pas venir non plus, c'est pas rassurant. Donc il y a beaucoup de gens qui au début ont refusé d'y aller. Donc voilà, ça c'est la récupération du fameux canot B qui était à l'abandon. Ouais. Le canot retourné. Et
Et alors, il y en a une que tu as montrée qui doit être en très petite définition, là, qui est verticale. Alors, celle-là, là, c'est le canot numéro 6. Et donc, par exemple, il a déjà l'air bien plein, mais en fait, il n'y a que 24, je crois, autour de 24 personnes dedans sur les 65 qu'il aurait pu contenir. Donc, ça vous donne une idée déjà du fait que même à moitié plein, ça avait l'air quand même bien rempli. Et puis évidemment, ceux qui montaient là-dedans ne savaient pas quand on viendrait les récupérer. Donc quand vous êtes 65 dans un espace comme ça, pendant quelques heures, ça va. Je vous laisse imaginer s'ils avaient dû y rester plusieurs jours. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils ne savaient pas dans combien de temps les secours viendraient. Alors théoriquement, il y avait de la nourriture à bord, par exemple, des canots. Et le capitaine du Carpathia dit qu'il a vérifié et qu'il en a trouvé dans les canots. Mais la plupart des rescapés, par contre, disent qu'ils n'ont jamais réussi à trouver les provisions dans les canots. Donc ça, par exemple, c'était un souci. Théoriquement aussi, il y avait des lampes, sauf qu'on les gardait pas dans les canots pendant la traversée. Il fallait que le lampiste aille les chercher. Et le temps que le lampiste aille les chercher, eh bien, la moitié des canots étaient déjà partis, ce qui fait que la plupart des canots n'avaient même pas de source d'éclairage. Donc on a des passagers qui, au petit matin, pour se signaler au Carpathia, ont commencé à brandir des lettres qu'ils faisaient cramer, des choses comme ça. On a une passagère aussi qui avait visiblement une canne avec une ampoule électrique au bout. Ça devait être un gadget merveilleux, très kitsch, et qui faisait des grands signaux avec sa canne électrique. Mais oui, alors il semble que la cohabitation ait parfois été un peu difficile dans les canots, parce qu'il y avait certains personnages un peu en couleur. On a un passager, un Allemand qui s'appelait Alfred Nournet, mais qui se faisait appeler Baron von Drachstedt, je crois, ou une histoire comme ça, qui se faisait passer pour un aristocrate excentrique, alors qu'en fait pas du tout. C'était un jeune gars qui avait claqué une thune énorme pour se faire passer pour riche et tout, et qui visiblement dans son canot, où il était rentré en forçant un peu, à l'approche du Carpathia, s'est mis à tirer des coups de revolver en l'air. Enfin, ça faisait hurler les autres. Et puis finalement, arrivé sur le Carpathia, d'ailleurs, il s'est rué sur le premier tas de couvertures qu'il a vu et il s'est installé sur sa pile de matelas et de couvertures en disant c'est pour moi. Et finalement, on a d'autres passagères qui sont arrivés, qui ont tiré sur les couvertures, il s'est cassé la gueule par terre et tout le monde a applaudi. Donc voilà, tout le monde n'était pas non plus très classe. Les grosses enflures là, comme le numéro 2 de la ville des humains dans le Hobbit, là, ça existe du coup. Voilà, il y en avait quelques-uns. Okay. Je vous parlais tout à l'heure des tricheurs professionnels. Les 3 tricheurs professionnels qu'on a identifiés sur le Titanic ont survécu. Et il y en a un dont on sait que, à peine arrivé sur le Carpathia, il a déjà commencé à embarquer un autre rescapé dans une sombre entourloupe de course de chevaux truquée. Et ça s'est fini en baston des semaines après. On retrouve des articles de journaux, en fait, 1 ou 2 semaines après, sur cette histoire où, en gros, je sais pas, il a tenté de l'embarquer dans un guet-apens, dans une histoire bizarre. Ça s'est fini en baston, vraiment, à coups de poing et tout. C'était une histoire sordide. Parce que, bon, les affaires sont les affaires. Hein. Bah ouais, c'est ça, ouais. Tout à l'heure, alors c'est une question pas très gaie, mais est-ce qu'on sait en fait dans quelle proportion, quel pourcentage des gens sont morts à cause de quoi en fait Bon, on sait que la plupart sont certainement morts d'hypothermie. Alors après, ça dépendait vraiment de la condition physique initiale, c'est-à-dire que dans de l'eau comme ça qui est en dessous de 0 degré, puisqu'en plus on parle d'eau salée, donc ça gèle pas à 0 degré, donc on est sur de l'eau qui était manifestement en dessous de 0. Alors la survie moyenne, je crois que c'est un quart d'heure, un peu plus si t'es vraiment une force de la nature. Et pour peu que tu sois un peu plus fragile ou que tu aies des soucis cardiaques ou des trucs comme ça, le simple fait de rentrer dans cette eau-là un peu brutalement peut te tuer. Donc déjà, ça pose un problème. Ensuite, alors la question est de savoir combien de gens sont morts à l'intérieur du navire. Donc là, je vois passer la question combien de corps ont été récupérés. Donc, je vais faire le point là-dessus, justement. C'est-à-dire que dès l'arrivée du Carpathia à New York, Bruce Ismay et la White Star ont pris la décision de mandater un navire qui est parti du Canada immédiatement avec une équipe de pompes funèbres, en fait, pour partir sur les lieux, pour chercher tous les cadavres possibles. Et Ismay a assuré que tant qu'il y aurait possibilité de retrouver des cadavres, des navires se relaieraient sur place. Ce qui fait qu'on a 4 navires qui sont allés s'y succéder pendant à peu près 2 mois.
Le premier navire a récupéré dans les 300 corps, le second a dû en récupérer encore une vingtaine, et puis les 2 derniers en ont récupéré 4 à eux deux, et donc là c'était le signe que vraiment il n'y avait plus rien à faire. Donc on est, je crois, à 324 corps en tout récupérés sur 1496 victimes. Donc on est vraiment sur même pas le quart, je pense, des victimes qui ont été récupérées. Sur ces corps-là, un tiers, je crois 119, ont été inhumés en mer parce qu'ils n'étaient pas en assez bon état pour être ramenés à terre. Et sur ceux qui ont été ramenés, ensuite, se posait la question de l'identification. Donc pour les 324 corps qui ont été récupérés, même ceux qui ont été inhumés en mer, on a un inventaire très précis de tout ce qu'ils portaient, de leurs effets personnels, de description des corps aussi, c'est-à-dire toutes les blessures, les trucs comme ça. Donc on a cet inventaire très précis qui est assez utile aussi pour faire une idée, avec une estimation de l'âge, même si c'est pas simple, surtout quand un corps a passé quelques jours dans l'eau. Puis le sexe, estimation de la classe ou de si c'était un membre d'équipage, etc. Donc on a une partie de ces corps qui ont été identifiés. Quand les familles avaient les moyens de faire rapatrier le corps était rapatrié, et quand il n'y avait pas de moyens de le faire, ou qu'on ne pouvait pas l'identifier, les corps ont été enterrés à Halifax, donc le port de Nouvelle-Écosse d'où étaient partis ces navires mortuaires. Et donc on a 3 cimetières de Halifax qui contiennent aujourd'hui des sections Titanic, avec donc les tombes des victimes du Titanic, dont certaines sont identifiées, la plupart sont des tombes blanches sans identification, même si occasionnellement, il y a des gens qui proposent des projets d'exhumation et de tests ADN pour essayer d'identifier certains corps. Il y a notamment un bébé qui a été identifié comme ça, parce que on avait le corps d'un tout petit bébé qui a été retrouvé, et les membres du Mackay Bennett, le bateau qui venait les repêcher en fait, ont été tellement touchés par cette découverte d'un bébé anonyme qu'ils ont voulu lui payer eux-mêmes ses funérailles, et donc ce bébé a eu une tombe qui est encore aujourd'hui fleurie très régulièrement, et sur laquelle on dépose beaucoup de jouets d'enfants d'ailleurs, de peluches, de choses comme ça. Et comme des enfants morts, il y en a qu'en 3e classe sur le Titanic, et une petite fille de première. Et donc on a essayé de localiser un petit peu quel pouvait être le bébé correspondant. On avait 2, je crois, vrais suspects. Et finalement, avec des tests ADN, on a fini par établir que le bébé était en fait le plus jeune membre d'une famille de 8 personnes qui sont tous morts dans le naufrage, et c'est le seul qu'on a identifié. Et donc voilà pour la récupération des corps. Là, ce qui en ressort quand même, c'est que pour ces corps-là, c'est plutôt de l'hypothermie. Après, le problème, c'est que ceux qu'on n'a pas retrouvés, il y en avait sûrement une bonne partie qui était à l'intérieur du navire encore, mais pour savoir dans quelle proportion, c'est impossible à savoir. Par exemple, on sait qu'il y a très peu de graisseurs du Titanic qui ont survécu. Les graisseurs, c'était la quarantaine de membres d'équipage qui étaient chargés en fait de veiller à l'entretien de toutes les parties de machinerie, les chaudières et ainsi de suite. Et ils se relayaient, il y avait 3 équipes. Et on a relevé que les seuls 3 survivants, je crois, sur la quarantaine de graisseurs, ce sont des gens qui étaient en service à cette heure-là, ce qui fait qu'on a un historien qui suppose, vu l'endroit où étaient les quartiers des graisseurs, à peu près à l'endroit de la collision, que eux, pour le coup, peut-être qu'ils ont été coincés dans leur dortoir et qu'ils n'ont pas pu en sortir. Donc ça, c'est tout à fait une possibilité, par exemple. Et puis on sait que, par exemple, quand la première cheminée du Titanic s'est effondrée, elle a manifestement tué des gens. Quand le Titanic s'est brisé en 2, très probablement là aussi que ça a été terrible pour pas mal de gens. Donc voilà, mais savoir plus dans le détail, c'est difficile. On a aussi des gens qui sont morts d'épuisement, on en a quelques-uns qui sont morts d'épuisement dans les canaux après avoir nagé pour les regagner. Les gens qui étaient montés dans les canaux directement, eux ne risquaient rien à peu près, sauf si personne ne venait les chercher en temps utile, mais là dans le cas du Titanic, ceux-là ils s'en sont bien sortis. Par contre, on a quelques gens qui avaient, voyant que les derniers canaux partaient, eu la bonne idée de sauter à l'eau pour regagner ces canaux-là avant qu'ils soient trop loin. Et donc on a un des derniers canaux à partir qui a récupéré, je crois, 5 ou 6 personnes qui étaient dans l'eau. Et il y en a 1 ou 2 qui sont morts dans le canot. Et d'autres qui ont fait un quasi-coma, quoi. Donc là, c'était des circonstances assez épuisantes, de toute façon. Ouais, on vous avait promis un peu de fun au début de ces lives
Cette histoire du bébé, ça m'a tué. Ok, très bien. Il y a Dave Callaghan qui nous dit il y a 2-3 jours j'ai vu un reportage d'une équipe internationale sur un navire français, un sous-marin jaune, le Nautil, et les gars avaient défini qu'il y avait pas de longues brèches mais plein de petites entailles dont la distance est de plus en plus grande à mesure qu'elle se trouvait vers le centre. En dépit de ça, le Titanic n'a coulé qu'en 2h30. Est-ce que ça tient debout ? Alors ça, c'est un documentaire pour le coup qui doit dater pas mal parce que le Nautil, c'était il y a pas mal d'années, mais je pense que je vois à peu près dans quelle période ça a dû être fait, dans les années 90. Et effectivement, pendant longtemps, il y avait cette idée que l'iceberg avait forcément complètement éventré le Titanic pour faire autant de dégâts. Sauf que déjà à l'époque, on avait un des architectes qui avait participé à la construction qui avait fait le calcul et qui avait dit que ça ne collait pas et que pour que le Titanic ait coulé comme ça en 2h40, il fallait que ce soit de petites brèches et qu'il n'y ait pas eu une grande surface ouverte du Titanic, mais par contre des petites brèches très bien réparties. Donc il avait fait ce calcul-là, il avait défini à peu près la surface qui avait dû être ouverte. Et alors, quand on a découvert l'épave, on avait un problème. C'est que, comme je disais tout à l'heure, en fait, toute l'étrave du navire, tout l'avant du navire est vraiment très enfoncé dans la vase. Ce qui fait que toute la zone qui a été endommagée par l'iceberg, elle est très profondément enfoncée, on ne la verra jamais. Donc, heureusement, la technologie étant une chose merveilleuse, on a des études au sonar qui ont permis de déterminer un petit peu les brèches. Et c'est vrai que la taille des brèches qui ont été plus ou moins identifiées correspond à cette estimation qui a été faite en 1912 par l'architecte. Donc a priori, on a une idée assez précise de l'emplacement des brèches, même si ça fait débat, parce que le problème, c'est que le Titanic, il a quand même, enfin cette partie avant, elle a quand même chuté sur 4 km. La collision avec le sol océanique a dû être assez violente. Et donc on ne sait pas forcément dans quelle mesure les dommages qu'on voit sur le site ont été faits pendant le naufrage ou après. Donc c'est toujours un petit peu, ça prête à débat. Il y en a qui ont fait remarquer qu'il y avait aussi quelques trous de l'autre côté du Titanic, là où l'iceberg n'était pas allé. Donc c'est difficile de savoir, c'est un peu comme une scène de crime, si tu veux, où tu aurais 50 flics qui auraient marché, et où du coup on va trouver les traces, les traces du criminel. Mais globalement quand même ça correspond bien, ça correspond trop bien aux estimations pour que ce soit complètement faux, quoi. On a le camarade Karl Lemodo qui nous dit est-ce qu'il est totalement impossible de reboucher de l'intérieur de telles failles ? J'imagine que la pression doit être énorme, mais est-ce qu'on a des cas d'essai quand même ? Là, dans le cas du Titanic, c'est rentré juste trop vite. Et puis alors surtout, en fait, dans ce genre de moment, on a autre chose à faire. C'est-à-dire que le Titanic, quand il se remplit déjà, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience cet été en travaillant à un projet de livre qui devrait arriver bientôt sur le sujet, je tease un petit peu, c'est que je me suis rendu compte que les travaux récents montrent bien qu'en fait, entre le moment où le Titanic a heurté l'iceberg et le moment où on a eu la conviction, enfin la certitude qu'il allait couler, c'est quelque chose qui se déroule très vite dans le film par exemple, en fait il s'est écoulé 40 minutes. 40 minutes sur un naufrage de 2h40, c'est très long. Et donc, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps pour se faire une idée des dégâts. Pourquoi ? Notamment parce que sur les 4 compartiments avant, les endroits qui sont inondés, c'est des cales. Donc il n'y a personne qui y va habituellement pendant la traversée. Donc pour se faire une idée qu'il y a de l'eau qui y rentre, déjà il faut un peu de temps. Par exemple, on a un membre d'équipage qui a déterminé que la cale se remplissait, non pas parce qu'il y allait, mais parce qu'il y avait une sortie d'air, en fait, une prise d'air pour cette cale pas loin de lui, et qu'il entendait un sifflement. Et en fait, comme la cale se remplissait d'eau, l'air de la cale était chassé par ce tuyau et ça faisait un sifflement très fort. Il y avait aussi des bâches qui bouchaient les écoutilles qu'on utilise autrement pour remplir la cale de marchandises. Et quand ils se sont rendus compte que la bâche, pareil, elle se soulevait, c'est qu'il y avait de l'air là qui essayait de s'échapper. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte que ça s'inonde, mais donc il faut déjà un peu de temps. Donc le temps de se rendre compte que les cales elles sont en train de s'inonder, c'est foutu, c'est vraiment trop tard. Et puis alors il y a la salle des chaudières qui est inondée elle aussi sur le fait, et c'est là que par contre il y a vraiment quelque chose de brutal qui se passe, parce que là il y a des gens qui sont en train de travailler, des chauffeurs. Bon, et déjà ils voient de l'eau qui arrive d'un coup.
c'est très brutal. Bon, ils sont prévenus parce qu'on vient de lancer la fermeture des portes étanches avant même la collision au cas où, donc ils sont prévenus qu'il se passe quelque chose, mais enfin ils s'attendent pas non plus à se retrouver les pieds dans la flotte tout de suite. Et puis surtout, ils ont une priorité, c'est que comme ils ont des chaudières qui sont brûlantes et qu'il y a de l'eau gelée qui rentre, il faut absolument qu'ils ferment très vite les portes des chaudières et qu'ils éteignent les feux, parce que autrement, le changement de température pourrait provoquer une explosion. Et donc ça, c'est la grosse trouille qu'ils ont. Et donc, en fait, à tel point que, bon, le réflexe, évidemment, quand t'as de l'eau gelée qui te rentre, alors qu'en plus tu bosses en petit t-shirt, ou en tout cas pas trop chaudement vêtu, parce qu'il fait très chaud dans les salles des chaudières. Donc quand tu te retrouves avec de l'eau comme ça qui rentre d'un coup, le réflexe, c'est d'essayer de remonter vers les passerelles et de te mettre à l'abri. Mais en fait, tout de suite, on leur dit non, redescendez vite, fermez ces trucs-là, parce que sinon ça pourrait vous péter à la figure. Donc là aussi, ils ont ça à faire, ils n'ont pas le temps d'envisager de colmater quoi que ce soit. Et de toute façon, je pense que la pression est trop grande. Et puis, comme je dis, jusque vers minuit 20, en fait, le Titanic heurte l'iceberg à 11h40, et jusque vers minuit 20, personne n'a de vision globale des dégâts, ce qui fait qu'on peut se dire, bon, il y a que notre compartiment qui est touché, et peut-être celui d'à côté, donc ça va. Donc personne n'a forcément trop conscience de l'urgence au départ. Et c'est vraiment avec le temps que ça va venir. Et on a des récits même, par exemple, de passagers qui disent, voilà, on a vu le capitaine et des officiers, et puis les postiers aussi, puisque la cale qui transportait tout le courrier a été très vite inondée, qui étaient là au-dessus de cette cale postale, ils voyaient la cale se remplir, ils voyaient les sacs de courrier qui flottaient, et puis ils se disent, alors ce compartiment-là il est parti, ce compartiment-là il est parti, celui-là aussi, mais a priori ça tient. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas vu ce qui se passait ailleurs. Et il faut un peu de temps comme ça, notamment pour que l'architecte du Titanic, Thomas Andrews, fasse le tour d'un peu tout. Et puis, au début, il a l'air optimiste, et puis vers minuit 20, on le voit remonter les escaliers 4x4 avec une tête de 6 pieds de long. Et en fait, c'est vraisemblablement à ce moment-là qu'il a compris. Et on suppose qu'un peu après, il s'est entretenu avec le capitaine Smith, et qu'il lui a dit, puisqu'on le sait par un officier qui ensuite s'est entendu dire ça par le capitaine, que le Titanic n'en avait plus pour 1h30 à peu près, quoi. Et donc à ce moment-là, on décide de charger les canaux et d'envoyer un avis de détresse. Mais c'est vrai que pendant longtemps, en fait, on se rend pas compte que le Titanic est sérieusement en danger. Et à ce moment-là, enfin, je veux dire, avant ça, j'imagine que du coup les gens peuvent être interrogatifs, mais peut-être encore relativement calmes. Après ça, c'est la panique, ou c'est encore relativement calme dans l'organisation ? Alors, justement, là où est le problème, c'est que la collision, déjà, elle est ressentie très différemment par tout le monde, et puis alors évidemment, en plus, on a le problème toujours de la fiabilité des témoignages, parce qu'on a des gens qui ont pu vouloir enjoliver leur histoire, et on a la presse qui a pu vouloir enjoliver l'histoire des gens. Donc, on a pas mal de témoignages quand même, qui donnent à penser que la collision, pour ceux qui l'ont ressenti, c'était pas grand-chose. On a une passagère, par exemple, qui a dit « c'est comme si on roulait sur un millier de billes ». On a d'autres gens qui ont dit, oui, ça donnait l'impression, les marins disaient, c'est plutôt comme quand on jette l'ancre, brutalement, ou quand on perd une pale d'hélice, parce que quand on perd une pale d'hélice, d'un coup, l'hélice et son arbre s'emballent, et ça fait beaucoup vibrer le bateau d'un coup, mais ça reste léger, quoi. Après, on a d'autres passagers qui disent qu'eux, ils ont eu l'impression que c'était la fin du monde, et que ça les avait envoyés hors de leur couchette, mais ça, c'est très improbable. On a même des passagers, la plupart, sûrement, parce qu'en plus, il est tard, enfin, pour l'époque, il est tard, la plupart des passagers sont couchés, et on en a pas mal qui ne sentent pas la collision. On a un passager qui ne sent pas la collision, mais qui sent par contre l'arrêt des machines après. Parce que ça faisait, il était en train de lire dans son lit, et ça faisait des jours qu'en fait sa vie était accompagnée par le ronron des machines, et que du coup ça faisait bouger un petit peu son matelas, ça faisait vibrer son matelas, et d'un coup son matelas s'arrête de vibrer, et là il se dit tiens, il se passe un truc. Donc il y a vraiment tout ce côté-là. Et donc les passagers qui se rendent compte qu'il se passe un truc, que le bateau s'est arrêté, tout ça, eux, ils vont monter voir un peu ce qui se passe. Donc oui, je disais au début, vraiment, on se pose pas de questions. Par exemple, ce passager-là dont je parlais, qui lisait dans son lit, c'est un passager de 2e classe, Lawrence Beasley, qui a publié tout son récit un mois ou un mois et demi après le drame, et c'est vraiment un récit très précis. D'ailleurs, je l'ai traduit et je l'ai mis sur mon site, si ça intéresse des gens. Et c'est vraiment son récit, lui, donc il montre que quand même, il se dit, allez, c'est un voyage transatlantique et j'ai envie de vivre pleinement l'expérience. Donc là, il a l'air de se passer un truc, je vais sortir voir, je vais faire mon chieur. Et d'ailleurs, il dit, quand il sort de sa cabine, le steward lui dit, non, vous inquiétez pas, vous pouvez retourner vous coucher. Et il dit, j'avais l'impression d'être le mauvais élève qui faisait chier, mais je voulais quand même monter voir ce qui se passe. Puis il monte sur le pont, puis c'est décevant parce qu'il n'y a rien. Alors il redescend dans le fumoir où il y a encore quelques irréductibles qui jouent aux cartes et qui lui disent, ouais...
on a vu passer un iceberg, on a dû le toucher un peu, ça a dû rayer la peinture, le capitaine va vouloir s'arrêter pour repasser un coup de pinceau parce qu'il voudrait pas arriver avec des rayures à New York, et puis voilà quoi. Ça plaisante, mais ça va pas plus loin. Et donc pour la plupart des gens comme ça, c'est relativement... voilà. Alors après, on a d'autres passagers qui nous disent, bon... Moi, ma femme était un peu inquiète, donc je suis sorti voir ce qui se passait quand même. Je lui ai dit qu'il se passait rien, mais elle était vraiment trop inquiète, donc finalement on s'est habillé, on est monté voir ce qui se passait sur le pont. Mais globalement, ça reste très calme. Et puis comme comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a l'architecte qui effectivement fait son inspection, qui monte en parler au capitaine. Mais à ce moment-là, le capitaine, par précaution, il avait déjà ordonné aux marins d'aller préparer les canots. Ce qui fait que tous les marins sont répartis un peu partout. Ce qui fait qu'en fait, personne à bord, la nouvelle comme quoi le Titanic est vraiment en train de couler, elle va très peu se propager, pour ne pas dire pas du tout. Ce qui fait qu'on a énormément de stewards, par exemple, qui sont chargés de faire effectivement monter les passagers sur le pont, mais qui ne savent pas que le Titanic coule. On a énormément de marins, même des officiers, qui vont dire « Moi, c'est uniquement quand j'ai été dans le canot, dans la mer et que j'ai vu le Titanic de l'extérieur, que je me suis dit « Ouh la merde, il se passe quelque chose ». Jusque-là, j'y croyais pas. Je n'étais pas du tout inquiet, etc. Parce qu'en plus, le Titanic, étrangement, il coule assez lentement, ce qui fait que oui, il penche un petit peu vers l'avant, puis après il va se mettre à pencher un petit peu vers bâbord, mais c'est pas quelque chose de dramatique pendant les premiers moments du naufrage et pendant les 2 premières heures, je pense, voire même les 2 premières heures 20. Et vers 2h du matin, 2h du matin, c'est le moment où le dernier canot qu'on met proprement à la mer part, hein, donc on est vraiment très tard. Là, on va finir par avoir une espèce d'embardée, parce que là, le navire a atteint son point de rupture, une sorte de... Le moment, finalement, je sais pas, un peu comme quand tu remplis un verre d'eau que tu fais flotter sur l'eau. Bon, pendant longtemps, ça va, le verre flotte, et puis d'un coup, plouf, il passe d'un coup au fond. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. D'un coup, le Titanic se met à basculer, et là, il y a une espèce de vague qui va venir submerger le pont supérieur, et là, c'est le moment où tout s'accélère. Mais, et là, le bateau n'en a plus pour 10 minutes, quoi. Mais donc pendant longtemps, vraiment, quand t'es à bord, tu peux te dire que finalement tout va bien. Et par contre, quand t'es à côté, et que tu vois que là, quand même, les hélices ressortent, que les hublots sont vraiment plus parallèles avec l'eau, et ainsi de suite, là tu te rends compte que vraiment il y a un problème. Mais autrement, à bord, c'est difficile de faire le distinguo. Alors ce qui fait qu'après, ça va vraiment dépendre des catégories. Par exemple, les hommes de 3e classe célibataires qui logent dans des cabines vers l'avant, eux, il y en a certains qui ont eu effectivement dès le départ les pieds dans l'eau. Dès la collision, ou presque. Et donc ceux-là, ils réagissent évidemment différemment de ceux qui ne se rendent compte de rien. Mais même là, en fait, les réactions vont être bizarres, parce qu'on a ce passager de 3e classe, Daniel Buckley, qui est un Irlandais qui voyage avec d'autres dans une cabine. Hein. Les cabines de 3e classe, on est entre 2 et 6 ou 8 en général. Et lui, donc, effectivement, il est réveillé par la collision, vu qu'il est à l'avant. Il saute de sa couchette, il se rend compte qu'il a les pieds dans l'eau. Il commence à dire hey les gars, c'est la merde, là j'ai les pieds dans l'eau, il y a un problème. Et ses camarades qui sont en train de dormir lui disent hey, ta gueule, on n'est pas en Irlande ici, tu retournes dormir et tu fais pas chier. Et Buckley, il a quand même un peu la trouille avec cette histoire d'eau qui lui monte jusqu'aux chevilles. Donc il sort de sa cabine et puis il part voir ce qui se passe sur le pont. Puis on lui dit tout va bien, parce que personne n'a vraiment, enfin les membres d'équipage, ils n'ont pas encore conscience de ce qui se passe. Donc il dit non, tout va bien, retournez vous coucher. Puis quand il retourne vers sa cabine, il voit qu'il y a déjà de l'eau dans la coursive et tout ça, il se dit ouais non, tant pis, j'y retourne pas. Et puis il remonte. Mais donc il y a vraiment quelque chose qui se passe comme ça, ce qui fait que la panique, elle s'installe dans les derniers instants vraiment, mais jusqu'à assez tard il y en a pas. Et donc jusqu'à assez tard on a les réactions vraiment, comme je disais, inverses, notamment des couples qui refusent de se séparer, des femmes qui disent ah non moi j'ai trop peur de monter dans le canot alors que tout va bien ici, je veux pas quitter mon mari et tout. Et c'est souvent les maris qui sont obligés de dire non mais écoute, de toute façon t'inquiète pas, tout va bien, en plus tu vois bien que l'orchestre joue encore, donc tu peux partir, et puis on te reverra tout à l'heure. Et d'ailleurs il y a des blagues, quand les premiers canots partent, on leur dit pensez à prendre votre billet parce que sinon on vous laissera pas remonter, quoi. Il y a des histoires comme ça. Donc il y a vraiment cette incongruité là, on sait pas trop ce qui se passe. Et forcément ça va jouer sur le bilan, quoi. Mais d'un autre côté, si on avait su
Et c'est d'ailleurs ce qui va être dit. On leur dit, si ça s'était su, vous auriez peut-être des gens de l'équipage qui auraient foncé dans les canaux, notamment des stewards et des soutiers qui auraient paniqué. Ça aurait été la loi du plus fort. Et dans ce cas, vous auriez un bilan beaucoup plus lourd, notamment pour les femmes. Tu nous as parlé de l'orchestre, où en tout cas dans le film, on voit 3-4 violonistes voilà, qui jouent et qui jouent jusqu'à la fin. Est-ce que ça, c'est un vrai cliché ? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Eh bien ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que alors, effectivement ça faisait quelques temps que sur les paquebots on trouvait des groupes de musique, des orchestres, qui étaient une activité vraiment très... Ça plaisait beaucoup. Notamment après les repas, l'orchestre, contrairement à ce qu'on voit dans le film, jouait pas pendant les repas, mais après les repas, c'était très populaire. Et c'était des orchestres qui étaient en plus assez bourrins, hein, parce qu'ils devaient connaître un répertoire de 300 morceaux, qui devaient pouvoir jouer sur demande, sans avoir jamais joué ensemble avant la traversée. Donc c'était vraiment des gens bien formés. Et donc on sait que pendant le naufrage, ils ont commencé à jouer. On suppose que c'est spontanément, on ne pense pas qu'on leur a donné l'ordre de venir jouer, mais ils sont venus jouer, alors probablement pas sur le pont à l'extérieur pendant toute la soirée comme c'est montré dans le film, plutôt à l'intérieur, pas très loin non plus des canaux quand même, parce que je pense que s'ils avaient dû jouer pendant 2 heures à l'extérieur par grand froid comme ça, pour jouer des instruments à cordes, je pense que leurs doigts seraient morts. Donc peut-être qu'ils sont sortis jouer sur le pont à la toute fin, mais autrement ils jouaient plutôt sûrement dans le grand escalier ou ce genre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont joué pendant le naufrage, au moins au début, ça c'est sûr. On a des témoignages de gens qui disent justement que ça les avait pas mal apaisés. On a l'officier Lightoller notamment qui dit que ça a beaucoup aidé pendant le chargement des canaux à calmer un peu les choses. Et puis alors, on a effectivement des témoignages qui montrent quand même que vraisemblablement ils ont joué jusqu'à assez tard. Alors avec peut-être des pauses à certains moments, notamment pour aller chercher leur gilet de sauvetage, des trucs comme ça. Mais a priori, ils ont joué jusqu'à assez tard. D'où cette idée qu'ils auraient peut-être joué plus près de toi mon Dieu, qui revient quand même assez souvent dans les témoignages, donc c'est assez probable. D'autant que le chef d'orchestre Wallace Hartley avait dit quelques années plus tôt à un collègue sur le Mauretania, il avait dit « Moi je pense que si jamais un jour je suis pris dans un naufrage, je jouerai de la musique parce que je pense que ça peut calmer les gens beaucoup plus facilement que des armes. » Et il avait dit aussi « Et si je dois mourir, je jouerai plus près de toi mon Dieu. » Parce que c'était son hymne préféré. Donc ça correspond bien. On a retrouvé sur les 8 musiciens, donc ils sont tous morts, et on a retrouvé 3 décors, dont le corps de Wallace Hartley, le chef d'orchestre, qui serrait encore vraisemblablement son étui à violon. Donc a priori, ils ont vraisemblablement joué très tard. Et en tout cas, on sait que leur impact a été plutôt positif sur le déroulement des événements. Et alors, comme dans le film, il s'est vraiment coupé en deux comme ça dans la réalité, ou c'est pas du tout? Alors ça a été longtemps source de débat, parce que très tôt on a des témoins qui ont dit qu'ils avaient vu le Titanic se couper en deux, mais très tôt on a eu des témoins aussi qui étaient catégoriques sur le fait inverse. Et la plupart des témoins, quand on leur posait la question, disaient qu'ils étaient juste pas capables de le dire. Parce que il faisait très noir, donc au départ le Titanic était à peu près éclairé, il y avait de la lumière et tout ça, donc bon, on pouvait voir ça, mais justement dans les tout derniers instants, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité. Et donc ce qu'on voyait en fait quand on était depuis les canaux, c'était une silhouette noire qui se détache sur le ciel étoilé. Donc impossible de vraiment voir ce qui se passe. Étrangement quand même, les témoignages qui disaient que le Titanic s'était coupé en deux venaient des canaux qui étaient partis, alors pas en tout dernier, pas ceux où les gens se battaient pour essayer de survivre et de s'accrocher aux canaux qui étaient encore à moitié à l'eau, mais par contre les canaux qui étaient partis un petit peu avant, qui étaient donc pas trop loin et où par contre les passagers étaient en sécurité pour bien regarder ce qui se passe, c'est là qu'on a le plus de témoignages qui mentionnent une cassure, donc c'est quand même le plus crédible. Alors que, effectivement, quand par exemple Charles Lightoller, l'officier, dit je suis catégorique, il s'est pas cassé en deux. Oui, d'accord Charlie, mais à ce moment-là, toi t'étais en train de nager pour survivre, t'étais pas en mesure de prendre des notes. Donc voilà, il y a tous des difficultés là.
Et alors il se trouve que comme justement les officiers les plus gradés ont dit qu'ils ne s'étaient pas coupés en deux, comme certains témoins éminents ont été assez catégoriques là-dessus, comme en plus ils en ont tous discuté ensemble et qu'ils sont tous arrivés à la même conclusion, pendant 70 ans, la version établie c'était qu'il avait coulé intact. Et puis en 85 on découvre l'épave et on se rend compte qu'à peu près derrière la deuxième cheminée, eh bien, les ponts commencent à s'effondrer et qu'il n'y a plus rien. Et puis un peu plus tard, on a trouvé une partie arrière qui commence à peu près au niveau de la 4e cheminée. Et il y a tout un morceau au milieu qui manque parce qu'il a été en fait totalement déchiqueté. Et donc effectivement, après ça, justement, James Cameron, quelques temps après, a fait son film, et il a représenté ce qui paraissait le plus logique, et ce qui est encore aujourd'hui le plus logique, c'est-à-dire que quand la poupe s'est un peu trop élevée, elle est devenue vraiment trop lourde pour la structure du navire, et que du coup, elle s'est effondrée. Alors, bon, dans le film, il représente le Titanic comme s'élevant à un angle très très prononcé, vraisemblablement c'était beaucoup moins prononcé pour qu'il casse. Je pense qu'il a cassé nettement plus tôt avant d'atteindre un angle à ce point, mais en tout cas oui, il s'est cassé en deux. Et on sait qu'a priori, voilà, il s'est cassé, mais tout en la quille est restée à peu près unie au départ, ce qui fait que la partie avant, qui était pleine d'eau, a attiré quand même la partie arrière, qui autrement, s'il s'était cassé vraiment net, aurait peut-être pu flotter toute seule, hein, avec ses compartiments étanches. Mais donc là, elle a été entraînée aussi vers le fond. Et comme la partie arrière dans l'épave est complètement déchiquetée, les ponts sont retournés, les morceaux de coque pendent dans tous les sens. Eh bien, il y a fort à parier qu'elle est implosée en fait, parce qu'elle était encore pleine d'air quand elle est tombée. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la reconstitution du naufrage en dehors de l'histoire de la romance dans le film de James Cameron ? Je pense qu'il a... Bon, Cameron, c'est un passionné, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours assumé le fait qu'il avait voulu faire un film sur le Titanic, et que le Titanic était le personnage principal de son film. Et d'ailleurs, quand on voit comment le film est monté, notamment toute la première partie, parce que finalement le naufrage représente qu'une quarantaine de minutes, hein, sur les 3h30, c'est assez court, la séquence du naufrage. On parle beaucoup de l'avant et puis de l'après finalement. Et vraiment, justement, toute la partie du départ, hein, enfin toute la partie de la traversée, est un prétexte pour nous montrer beaucoup de l'intérieur du navire, beaucoup plus que ce que montraient les anciens films. Et parfois, d'ailleurs, il a fait concevoir des décors en taille réelle pour des scènes qui auraient très bien pu se passer dans une autre pièce, mais simplement, il avait envie de montrer cette pièce-là. Typiquement, il y a toute une scène un peu cucu où Jack explique à Rose que vraiment il faut qu'elle quitte son copain, tout ça, et il fait dérouler cette salle dans le gymnase du navire. Cette scène dans le gymnase du navire qui n'apparaît que là. Il avait prévu quelques autres scènes coupées qui devaient s'y passer qui finalement n'ont pas été au montage final. Cette scène-là, elle aurait très bien pu se dérouler ailleurs, ça aurait eu le même impact sur l'histoire, mais il voulait montrer ça, quoi. Il voulait montrer cette pièce, par exemple. Donc il y a vraiment ce côté passionné. Il a cherché aussi à mettre un maximum de personnages historiques dans le film, et notamment, il s'est assuré, par exemple, que chaque officier ait un rôle bien défini, qui corresponde à peu près à ce que l'officier, enfin à ce qu'on sait de l'officier pendant le naufrage, par exemple. Ce qui fait que quand t'es vraiment passionné et que tu sais qui incarne quel officier, tu peux te dire ah tiens, il l'a effectivement mis au bon endroit, au bon moment, ou à peu près, etc. Il y a vraiment un soin qui a été mis là-dessus. Ou sur l'ordre dans lequel les canaux vont partir, par exemple. Donc tout un tas finalement, il y a tout un tas de petits easter eggs, on va dire, pour le passionné. C'est-à-dire que, effectivement, moi, l'intrigue principale me fait profondément chier parce que je suis pas du tout romantique. Mais par contre, c'est vrai que, en fait, en tant que passionné du Titanic, tu peux avoir cette deuxième lecture qui est de regarder ce qui se passe derrière. Et très souvent, il y a tout un tas de petits trucs justement pour faire plaisir aux fans. Alors après, effectivement, Titanic est sorti en 97. Il y a plus de 20 ans de recherche maintenant depuis. Donc on a approfondi énormément de choses. Du coup, on peut relever énormément de petites erreurs, de détails, etc. Mais dans l'esprit, il a saisi beaucoup de choses, on va dire. Même si...
Pour les besoins du film, par exemple, son naufrage est beaucoup plus spectaculaire et rapide que ce n'a été vécu réellement. C'est-à-dire que si tu voulais retranscrire l'histoire du naufrage du Titanic justement en temps réel, il y aurait beaucoup de temps d'incertitude et où finalement on s'emmerde sans trop comprendre ce qui se passe. Or, dans le film, bon, déjà, ces héros sont témoins de la collision, ce qui fait qu'on a tout de suite ce sentiment d'urgence. Et puis très vite en plus on a quand même une scène où justement l'architecte explique au capitaine que le Titanic va couler, alors qu'en fait si vraiment il avait voulu représenter le naufrage dans son essence, ça aurait été un film qui aurait été sûrement beaucoup plus chiant à regarder mais qui par contre aurait été beaucoup plus représentatif de l'expérience, ça c'est sûr. Il y a Nix qui nous dit mais suite au film il y a eu des mauvais retours sur le traitement de l'officier Murdoch, non? Murdoch c'est le gars qui dégainait un peu vite, c'est ça? C'est celui qui se suicide après avoir tué des passagers, oui. Ouais. Et alors là c'est un truc épineux. Alors les mauvais retours sont venus en fait de sa ville natale principalement, notamment pour la représentation du suicide qui a quand même une connotation un peu sombre chez certains. Il se trouve que cette scène-là, elle est vraiment inspirée de témoignages assez solides. On sait qu'au niveau de ce canot-là, à ce moment-là, on a au moins 2 témoins qui ont vu 2 passagers se faire abattre par un officier qui a retourné l'arme ensuite. On en a d'autres qui ont entendu des coups de feu. Donc voilà, donc on sait que ça a eu lieu. Et parmi les officiers qui se trouvaient là, etc., pour tout un tas de raisons qui ont été beaucoup disséquées ensuite, parce que ça a fait évidemment couler beaucoup d'encre, celui qui est le plus probable, c'est Murdoch. Donc c'est une scène qui s'est très probablement déroulée, on va dire, même si ensuite, eh bien, chacun est un petit peu libre de croire ce qu'il veut. Notamment, alors il faut dire que les officiers du Titanic ont attiré beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de fans qui ont fait des travaux de recherche ensuite pour se renseigner sur eux. Et alors, bon, le problème, c'est qu'il y a parfois un peu d'idéalisation. On a quelques femmes notamment qui ont un peu, on sent qu'il y a un peu d'amour posthume parfois et d'idéalisation. Donc il y en a notamment une qui a beaucoup fait avancer la recherche sur Murdoch, mais qui a beaucoup aussi cherché à prouver par tous les moyens que c'était pas du tout lui et que c'était forcément un autre, mais avec des arguments un peu moisis, par exemple. Donc il y a ces débats-là, mais globalement, c'est quand même très probable que ça soit produit. Et qu'effectivement, si ça s'est produit, c'est très probable que ce soit Murdoch. Ce qui n'enlève pas, par contre, au fait que Murdoch, à côté de ça, c'est l'officier qui se charge tout seul de tous les canaux de tribord, avec quelques officiers subalternes, mais parmi les 4 officiers principaux du navire, c'est lui qui se charge de ça tout seul, pendant que les 3 autres, le capitaine Smith, Lightoller et le commandant Scone Wild, s'occupent des canaux de bord, et ils avancent plus lentement que lui, et ils mettent moins de monde dedans. Donc Murdoch a peut-être tué 2 personnes à la fin dans un mouvement de panique, mais par contre sûrement que c'est lui aussi qui a sauvé le plus de vies de toute cette nuit-là. Donc comme quoi les choses sont très compliquées là-dessus. Et donc évidemment après il y a tous ces enjeux mémoriels. Et alors par exemple, le seul témoignage qu'on a qui nie vraiment catégoriquement le fait que Murdoch se soit suicidé, c'est son collègue Lightoller, dans une lettre à la veuve de Murdoch, où il lui dit texto je vous assure que votre mari ne s'est pas suicidé, etc. etc. Sauf que Lightoller, on a des doutes, par rapport à l'endroit où il était, c'est douteux qu'il aurait pu assister à la scène en réalité. Et en plus, très clairement, là, on a un ami, en fait, de la famille, qui écrit à une veuve et qui veut certainement aussi l'apaiser, à une époque où, en plus, le suicide est franchement infamant. Et donc là, c'est assez logique qu'ils lui écrivent ça. Et curieusement, alors que l'officier n'est jamais nommé, et que donc ça pourrait être l'officier Wild, par exemple, il n'écrit pas à la famille de cet officier-là, donc peut-être parce qu'il les connaît moins bien, mais peut-être aussi parce qu'il sait que de ce côté-là, il n'y a rien à cacher. Donc je sais pas. Et par contre, on sait aussi, mais là c'est plus de l'ordre de la rumeur, que dans ces vieilles années, Lightoller aurait dit à un ami qui avait effectivement eu un suicide à bord. Bon, il n'aurait pas forcément dit qui. Donc il y a vraiment quand même un faisceau de présomption. Est-ce qu'il y a des survivants qui ont pu voir le film ?
Oui. Alors déjà, en plus, c'est pas le premier film. Hein. Il y a même une survivante qui a tourné dans un film sur le Titanic, un mois à peine après le naufrage, figure-toi. Une actrice qui a survécu au naufrage, et puis quand elle a raconté son histoire à son compagnon qui était producteur de cinéma, le gars lui a dit faut en faire un film. Et donc elle a fait ce film aussitôt, dans la robe qu'elle portait pendant le naufrage. Oh la vache. Et voilà, et donc c'est un film en gros où une rescapée du Titanic raconte son histoire à son amoureux et à sa famille. Et juste après, il y a eu un autre film en Allemagne, un long métrage pour l'époque d'ailleurs, qui dure 40 minutes et qui a été aussi fait sur le vif. Et donc là, pour le coup, oui, le premier, vraiment, les rescapés y ont probablement été très exposés. Alors ce film avec malheureusement cette actrice-là, le film a disparu dans l'incendie des studios en 1915. Donc on n'en a jamais retrouvé de copie. L'autre film, par contre, le film allemand, on l'a retrouvé dans les années 90 et aujourd'hui vous pouvez le voir sur YouTube. Il s'appelle In Nacht und Eis, dans la nuit et la glace, et c'est assez rigolo à voir, c'est un film muet. Donc forcément il y a le kitsch du muet sur le Titanic, c'est un peu paradoxal, mais voilà. Et donc alors... Ensuite, autre gros film et qui là a impliqué des rescapés, c'est dans les années 50. Je vous ai parlé tout à l'heure de Walter Lord, cet historien qui avait beaucoup interagi avec des rescapés. En 55, il a sorti un bouquin très important, A Night to Remember, qui a été vraiment un gros succès éditorial, parce qu'il racontait le naufrage d'une façon très très vivante, très passionnante. Et du coup, 3 ans plus tard, ils en ont fait un film. Et sur ce film, il y a notamment eu comme consultant le 4e officier Boxall, qui était encore vivant à ce moment-là, et qui est venu plusieurs fois sur le plateau pour servir vraiment de consultant. Je vous parlais tout à l'heure de ce passager, Lawrence Bisley, qui avait écrit un livre. Lui, il avait dans les 70 ans à ce moment-là, il s'est pointé aussi sur le tournage. Il semble même qu'il a essayé de s'incruster sur le plateau pendant le tournage, pendant qu'on tournait des prises, parce qu'il voulait recouler avec le Titanic. Donc c'était peut-être un petit blagueur. Et puis donc ce film-là, effectivement, on a des photos par exemple des 2 officiers qui étaient encore en vie à ce moment-là, Boxall et Pittman, qui vont à la première du film, par exemple, pour voir ce film-là. Et donc en 97, par contre, là, il y avait beaucoup moins de rescapés encore vivants. C'était souvent des gens qui étaient enfants au moment du naufrage. Mais il y avait notamment le dernier rescapé français, Michel Navratil, qui à l'époque devait déjà bien avoir... il devait aller sur ses 90 ans. Et moi, j'ai rencontré sa fille qui m'a dit qu'ils avaient vu le film ensemble, qu'ils avaient été scotchés à leur fauteuil tout du long, parce que lui, donc, c'est un homme qui avait perdu son père dans le naufrage tout petit. Et ils avaient tenu, elle me disait qu'ils s'étaient tenus la main tout du long et qu'ils étaient vraiment, qu'ils avaient été scotchés devant ce film parce que c'était incroyable. Et puis j'avais vu un article de journal, alors je sais pas si c'était par rapport au film de Cameron ou par rapport à un film plus ancien, mais d'une rescapée là aussi, qui, voyant un film qu'elle avait trouvé particulièrement réaliste, avait dit, et s'était indignée, avait dit à ses proches, mais s'ils étaient là pour filmer, pourquoi ils sont pas venus nous aider ? Là, pour donner une idée de la réaction. Donc voilà, il y avait ce rapport-là, mais donc oui, il y a des rescapés qui ont vu le film. Je sais pas trop du côté des rescapés anglophones ce qu'elles en ont dit. Après, c'est vrai que c'était des débats. Alors bon, je sais que par exemple, on avait une rescapée qui avait trouvé que c'était quand même un peu macabre quand il y avait eu un épisode de Doctor Who sur le Titanic. Elle avait trouvé que c'était... elle avait perdu son père là-dedans, elle trouvait que c'était un peu compliqué. Mais autrement, voilà, il y avait ces questions-là, mais oui, il y avait quelques rescapés encore à ce moment-là. Ah, c'est fou. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit il y a eu une polémique aussi sur les objets remontés du Titanic parce que c'est un tombeau, d'ailleurs c'est protégé. Après, on a même des gens qui nous demandent si c'est visitable, mais c'est très profond. Hein, C'est un vaste sujet, c'est un très très vaste sujet, parce que oui, donc l'épave est très profond, elle est dans les eaux internationales, donc il y a tout un tas de conventions qui ont plus ou moins été signées, mais théoriquement pas pour tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Officiellement, elle est quand même protégée. Il y a une société qui est théoriquement habilitée à récupérer les objets.
théoriquement, sous certaines conditions, notamment il faut qu'elle assure la restauration après tout ça. Donc je crois que la dernière fois que des objets ont été remontés, je pense que c'est autour de 2000, la dernière expédition qui est allée chercher des objets vraiment, officiellement. On se demande s'il n'y a pas eu des expéditions clandestines. Mais donc voilà, il y a eu ce genre de choses. Ça a fait effectivement polémique, alors parce qu'en plus il y a des guerres d'ego, notamment avec Robert Ballard qui a théoriquement découvert l'épave, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui lui justement très vite est devenu un chevalier blanc de ceux qui ne veulent surtout pas qu'on remonte de choses, sauf qu'on sait qu'au tout début lui-même il aurait bien eu envie de remonter des trucs, et que peut-être que du coup c'est plutôt qu'il était vexé de pas avoir été le premier à le faire, donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a eu des gros débats. Il y a eu, alors, les objets qui ont été remontés ont été restaurés. C'est très compliqué à restaurer parce qu'on parle d'objets qui sont restés sous l'eau pendant pas loin d'un siècle. C'est un laboratoire français d'ailleurs, d'EDF, qui a mis au point les techniques d'électrolyse qui ont permis de restaurer ces objets-là au départ. Ce qui fait qu'on a d'ailleurs un livre très rare en français. C'est très rare qu'on ait des livres qui soient inédits en français et que les Anglais nous envient. Donc faut en profiter, qui s'appelle Les objets du Titanic, et qui est un livre qui explique justement comment ces objets ont été restaurés. C'est assez impressionnant parce qu'on a pu restaurer même des billets de banque, des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment, ça allait très loin. Et donc on a remonté beaucoup de choses au départ. Maintenant on ne le fait plus parce que c'est quand même compliqué, et surtout parce que cette collection coûte très cher à entretenir et est indivisible théoriquement. C'est-à-dire que la société qui la possède ne peut pas dire bon, je n'en vends que quelques pièces. Il y a une exception, c'est les morceaux de charbon, parce qu'il y en a énormément qui ont été repêchés, et donc elle a le droit de vendre des morceaux de charbon aux particuliers, ce qui fait que quand on visite les expositions qu'elle organise, on peut acheter même des petits pendentifs avec un petit morceau de charbon et un certificat d'authenticité. On peut douter que ce soit de bon goût, mais ça c'est autre chose. Mais après, les autres objets par contre ne peuvent pas être vendus. Sauf que, on sait que par exemple il y a eu un vol de bijoux dans une exposition d'objets du Titanic, il me semble, il y a quelques années. Donc ça veut dire qu'il y a des bijoux du Titanic qui sont peut-être dans la nature. Sauf que aussi, on se demande s'il n'y a pas eu des expéditions sauvages avec des vols d'objets, mais là c'est très difficile de savoir. Alors après, quelqu'un pose la question des descendants des victimes. Là aussi, c'est compliqué parce que théoriquement, les descendants des victimes, il y a eu un accord entre la White Star et les représentants légaux des descendants autour comme on fait dans ces cas-là, quoi, avec les histoires d'assurance et tout ça. Ce qui fait que théoriquement, non, les descendants des victimes et tout, ils ont été théoriquement assurés. Donc officiellement ça appartient vraiment là pour le coup maintenant à ceux qui les repêchent et qui sont censés les mettre à disposition du public. Et donc il y a des expositions itinérantes. Alors le problème c'est que la société qui s'occupe de ça manifestement est en difficulté financière. Donc il y a toute une histoire, un serpent de mer qui vient depuis quelques années sur la vente de la collection. Je crois que c'est un fonds d'investissement qui est sur les rangs pour l'acquérir ou qui l'a peut-être même acquise. Il y avait un collectif de musées britanniques qui voulaient l'acquérir et qui n'ont pas pu. Enfin, ça a été assez compliqué. Là, je sais qu'il y a un partenariat, par exemple, avec la Cité de la Mer à Cherbourg. Il y a quelques objets qui sont exposés à Cherbourg, par exemple. Vous avez cette exposition itinérante aussi assez ambitieuse qui régulièrement les expose. Je crois qu'elle est passée à Paris la dernière fois en 2013, par exemple. Donc c'est beaucoup de choses comme ça, mais ça faisait de gros débats, et donc effectivement débat aussi pour les descendants des victimes, et les victimes elles-mêmes surtout, puisque donc dans les années 80, quand on a commencé à remonter les objets, il y avait encore des victimes du naufrage qui étaient en vie, et enfin des rescapés du naufrage, et là c'était partagé. Il y en avait qui étaient catégoriquement contre, qui disaient le Titanic est une sépulture, il faut pas y toucher. Il y en avait d'autres, au contraire, qui disaient si ça peut permettre de faire vivre cette histoire, remontez tout ce que vous pouvez. Un argument aussi qui portait, c'est le fait que l'épave, elle se dégrade très vite. Peut-être que vers
là, on sait qu'elle s'effondre déjà progressivement. Les différences entre aujourd'hui et il y a 20 ans, par exemple, sont assez énormes. Et donc, on sait qu'elle va s'effondrer petit à petit et que tout ce qui ne sera pas sauvé là prochainement ne sera jamais sauvé, en fait. Et donc, c'est vrai que ça a pu en convaincre de se dire si de toute façon ça doit finir par être un tas de rouille au fond de l'océan, peut-être le préserver ailleurs, c'est mieux. Donc ça pose beaucoup de questions éthiques, pratiques aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout sauver. Donc oui, parce que vu que c'est profond, on peut remonter un buffet, ça va être compliqué, non ? Voilà, c'est ça. Donc le plus gros qu'ils aient remonté, c'est un morceau de coque, assez imposant, mais ils ont dû s'y reprendre à 2 fois, parce que la première, ça a foiré. Donc voilà, mais on a un morceau de coque, alors c'est bon, un morceau qui doit faire peut-être la taille de la cloison d'une cabine, quoi, hein. C'est pas bien grand, mais enfin c'est quand même imposant. Et donc qui est exposé, je crois, pour la plus grosse partie qu'ils ont remonté, c'est exposé à Las Vegas, je crois. Donc là aussi, c'est tout le problème de trouver l'équilibre ensuite, puisqu'il faut quand même exposer tout ça dans des endroits où ça soit suffisamment rentable pour rentabiliser la restauration, les opérations, puisqu'évidemment, descendre sur l'épave, ça coûte très très cher. On est sur des plongées qui sont aussi très éprouvantes à faire, puisque par exemple, je crois que la descente, c'est 2 ou 3 heures, et puis la remontée 2 ou 3 heures aussi. Ce qui fait que quand on est en bas, il faut y rester pas mal de temps. Donc je me souviens, on avait vu en conférence un gars qui était descendu, il nous disait que son record ça avait été 24 heures, mais que 24 heures dans un espace très très réduit, hein, parce que on parle d'un petit sous-marin, très vite ça rend fou, quoi. Très vite ça rend fou. Donc ouais, mais il y a des expéditions à portée plus ou moins touristique, c'est-à-dire que tu payes, alors c'est assez cher, hein, évidemment, tu payes pour participer à une expédition scientifique. Et du coup, on te fait descendre une fois sur l'épave dans le cadre de cette expédition, sachant que maintenant, donc, les expéditions qui ont lieu sont surtout des expéditions pour photographier au maximum l'épave, la cartographier et voir à quel point elle se dégrade progressivement. C'est plutôt ça. Et donc là, il y en a eu une cet été. Ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait plus d'expédition vraiment officielle, là, ça fait depuis 2010. Et là, il y en a eu une cet été dont on attend un petit peu les résultats. Et du coup, on peut espérer avoir des photos de meilleure qualité que ce qui a été pris il y a 20 ans. C'est compliqué parce que le problème, c'est que l'épave, c'est très sombre. C'est très sombre comme site, puis il y a de l'eau, donc il y a des sédiments, des trucs comme ça. Donc bon, on a quelques vidéos vraiment superbes. Alors il y a une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Titanic Archive Project, où vous avez pour l'instant des captures vidéo. Alors le problème, c'est que je crois que ceux qui ont créé le projet à l'origine, ils voulaient en fait héberger toutes les vidéos connues et dans le domaine public de l'épave, donc il y en a des heures et des heures, c'est assez magnifique. Et puis le problème, c'est que là on a appris il y a une semaine ou deux que le couple qui avait commencé le projet est en instance d'un divorce difficile, et que du coup ils ont décidé de s'aborder le projet et que potentiellement tout ça va être supprimé. Donc, du coup, c'est le moment de siphonner la chaîne, en fait. Voilà, je me suis dépêché de tout enregistrer, dans le... Très bien fait. Mais donc oui, il y a des vidéos magnifiques, notamment par exemple James Cameron qui a fait plusieurs expéditions sur le site, notamment en 2005 a réussi à rentrer dans le navire plus loin que personne avec des petits robots guidés, et a filmé l'intérieur des bains turcs du Titanic, qui sont un lieu magnifique avec des faïences merveilleuses au mur. Et l'endroit est assez extraordinairement bien préservé, en fait, c'est-à-dire que les carrelages au mur sont intacts et magnifiques, vraiment. Et d'ailleurs, on l'entend s'extasier sur les vidéos, parce qu'il est, il est dingue quand il voit ça, mais n'importe qui le serait. Donc il y a quelques endroits comme ça qui sont merveilleusement préservés, mais après c'est assez difficile. Et alors pour faire des vues d'ensemble, notamment, on peut pas en fait faire de photos d'ensemble, c'est trop sombre. Donc ils font des mosaïques de photos.